Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, la conférence qu'on va avoir va être donnée par Romain Gagnon. Le titre, c'est Mythe en nutrition, ce que l'on vous fait avaler. Alors, notre conférencier ce soir, c'est Romain Gagnon. Il est vice-président des sceptiques, comme je l'ai mentionné tantôt. Il est ingénieur de formation, entrepreneur accompli et épicurien passionné. En 2021, il est devenu le plus important producteur de champignons pleurotes au Québec. Fait qu'on voit qu'il s'intéresse beaucoup à l'alimentation. Il a aussi dirigé pendant 10 ans la boulangerie alternative Inewa. Plus récemment, il a fondé EcoDélice, une entreprise pionnière spécialisée en entomophagie, l'alimentation à base d'insectes. Il est aussi l'auteur de 4 livres, tu me diras, même j'en oublie. Vivre mince, gourmand et en santé, publié en 2004. Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur en 2019. Vers l'abrutissement de l'espèce humaine, inventaire des délires idéologiques du 21e siècle en 2022. On voit l'image à côté, en bas. Et le dernier, La biologie de l'amour, explication évolutionniste des mécanismes amoureux en 2023. Il nous a donné une conférence justement sur ces différents livres-là au fil des années. Alors, bonsoir tout le monde et puis merci pour votre présence. Alors, comme Michel vient de le mentionner, j'ai écrit mon premier livre il y a 21 ans déjà, Vivre mince, gourmand et en santé. Alors, comment ça se fait qu'un ingénieur a écrit un livre sur la nutrition? Laissez-moi vous raconter la petite histoire, là. À 41 ans, je commençais à avoir des petits problèmes d'embonpoint et je me suis mis à lire à peu près tous les livres à l'époque qui étaient en vogue. Ce qui m'a surpris, puis je vous avoue un peu choqué, c'est que les auteurs se contredisaient tous entre eux. Ça se peut pas. La nutrition, c'est une science appliquée. Là, l'explication du système digestif ne devrait pas changer d'un individu à l'autre. Alors, j'ai décidé d'aller aux sources, puis de lire les publications scientifiques à la source. À l'époque, il y avait quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, c'est rendu banal, mais on pouvait accéder les publications scientifiques via Internet. C'était nouveau, là. Alors, donc, j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai été surpris une deuxième fois d'apprendre que finalement, ça ne fonctionnait pas comme ce qu'on disait généralement sur la nutrition. Fait que je me suis dit, ça vaut la peine d'écrire un livre là-dessus. Il doit y avoir d'autres ingénieurs comme moi qui trouvent que ce qui s'écrit dans la nutrition, ce n'est pas trop scientifique. Alors, donc j'ai écrit le livre, puis je l'ai fait lire à une de mes cousines qui était nutritionniste. Elle m'a présenté à Marie-Josée Dubois, qui était médecin et nutritionniste elle aussi, puis qui a finalement écrit la préface. Puis elle a adoré le livre. Elle a dit, j'aime bien ta façon d'ingénieur de décrire comment le corps humain fonctionne. J'avais l'impression de lire le manuel d'instruction de ma tondeuse à gazon. Fait que je dis, bon, ben voilà. Fait que c'est ça un peu ma valeur ajoutée, c'est de prendre le sujet, mais d'un angle de science appliquée, un angle d'ingénieur. Ensuite, le livre, ben, c'était publié finalement par Option Santé. Yvon Dallaire, Feu Yvon Dallaire qui m'a publié. Et puis, ça a été un best-seller au Québec, en Suisse, en Belgique. Ça a été ensuite traduit en français de France, oui, oui. C'est le deuxième livre qu'on voit à l'écran. Et par la suite, ça a été traduit en roumain. Mais évidemment, c'est pas moi qui ai fait la traduction. Et puis, en 2022, j'ai publié Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. J'en parle parce que le chapitre 6 parle spécifiquement du véganisme. Alors, c'est tout ce que j'ai écrit sur la nutrition. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, les objectifs de la conférence, c'est de comprendre l'obésité moderne, mais basée sur la théorie de la sélection naturelle, de déconstruire des mythes bien répandus dans notre société, comme quoi il faut absolument compter ses calories pour maigrir, que le gras, c'est intrinsèquement mauvais, puis que c'est la viande aussi, c'est quelque chose qui est mauvais. Et puis, on va aussi discuter, j'ai rajouté une section à ma conférence qui appartenait pas. Je donne cette conférence-là depuis une vingtaine d'années. Je l'ai donnée dans les écoles, dans les cégeps. Je l'ai donnée même en 2019 au Congrès des dentistes devant 1000 personnes. Mais j'ai rajouté la dernière partie là, pour les sceptiques. C'est une partie un petit peu plus politique, on va dire. Donc, on va commencer par revoir la théorie classique des calories, hein. Ce qu'on entend, là, ce que Weight Watcher, qui vient de faire faillite d'ailleurs, nous rabat les oreilles avec depuis quelques temps. Essentiellement, est-ce que vous voyez ma souris bouger? Oui, parfait. Essentiellement, la théorie classique, c'est la suivante. Les calories qu'on mange
moins celles qu'on brûle dans notre mécanisme métabolisme de base, qu'on appelle, moins celles qu'on dépense en faisant du sport. La différence de tout ça, si le chiffre est positif, ben on engraisse à raison de 1 kg de gras par 3500 calories excédentaires. Puis si c'est négatif, ben on maigrit. Donc, basé sur cette théorie-là, si on compare les deux cas ici, là, une personne qui regarde la télévision là, brûle son métabolisme de base, donc, disons dans ce cas-ci, 50 calories par heure. Donc, après 1 heure d'avoir écouté la télévision, ben, elle a 50 calories en moins. Rien en plus parce qu'elle n'a pas mangé. Puis si la même personne va jouer au tennis, puis qu'elle brûle 330 calories pendant cette heure-là, mais qu'à la fin, elle mange un cornet qui contient 350 calories, selon la théorie classique, la personne dans la situation B devrait engraisser et la personne dans la situation A devrait maigrir. En fait, plus précisément, la personne à gauche a maigri de 14 grammes, puis la personne à droite a engraissé de 6 grammes. Ça, c'est ce que la théorie classique dit. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Je pense que vous devinez la réponse. C'est l'objet de ma conférence. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas mal plus compliqué que ça. Vive mince, gourmand et en santé, c'est le titre de mon livre à l'époque. Est-ce que c'est une utopie ou un objectif réaliste? Parce qu'il n'y a pas de défi à être mince en n'étant pas gourmand, on s'entend. Mais le défi ici, c'est de rester gourmand, rester en santé et mince à la fois. Ben, c'est une question de définition. On va s'entendre sur la définition des mots mince, gourmand et en santé, si vous voulez bien. Mince, ça veut dire un indice de masse corporelle en 18 puis 24. L'indice de masse corporelle, bon, vous savez, c'est un ratio entre la taille puis le tour de taille et la taille. Ça veut dire aussi 15 de gras chez les hommes, 22 chez les femmes. Puis concrètement, ça veut dire pas de bourrelet à 30 ans, puis un petit bourrelet à 60 ans. Gourmand, ça veut dire manger à sa faim. Ne pas s'empêcher de manger quand on a faim, puis parfois plus quand il y a une fête, puis prendre plaisir à manger. Puis en santé, ben, ça veut dire de ne pas être malade, puis d'avoir de l'énergie, puis être en forme physiquement, puis mentalement aussi. On va voir tantôt que la nourriture influe sur la santé mentale. Évidemment, l'idéal esthétique contemporain ne correspond pas nécessairement à l'idéal santé. Ce que j'entends par un poids santé, ça ne correspond pas nécessairement au poids des magazines, surtout chez les femmes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de revoir ensemble quelques notions de base en nutrition. Alors, ce que j'aime de mes lectures, c'est que je me suis rendu compte que finalement, le corps humain, c'est une machine. Hein? Puis, on appelle l'homéostasie ces processus-là qui sont comme un thermostat, si vous voulez, dans une pièce qui régule la température. Vous savez, ça mesure la température, il y a un point de consigne. Puis si la température mesurée est en dessous du point de consigne, ça démarre le calorifère qui chauffe la pièce, puis ça l'éteint quand il dépasse le point de consigne. Bien, imaginez-vous ce qu'on appelle, nous, les ingénieurs, un asservissement. En sciences médicales, on appelle ça une homéostasie. Bien, il y en a plein dans le corps humain. OK? On va prendre l'exemple de la température. Il y a des capteurs dans notre corps. On n'a pas besoin de réfléchir à ça, ça se fait tout seul. Dès que la température de notre corps baisse, bien, il y a tout un processus qui se met en branle. Puis la même chose, si on a chaud, bien, on se met à transpirer, comme vous savez. Et ça se fait tout automatiquement pour maintenir la température du corps à un niveau donné, parce que c'est très important, parce que il suffit que la température du corps monte un peu trop ou descend un peu trop, que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Il y a beaucoup d'autres mécanismes d'homéostasie qui existent. On vient de citer celui de la température. Le rythme cardiaque, c'en est un autre. Hein? Si vous vous mettez à courir, là, vous remarquez que votre cœur se met à battre plus vite. Vous n'avez pas besoin de dire, il fait ça tout seul. C'est tous des mécanismes là, qui sont programmés, dont on n'a même pas conscience. Même chose pour le rythme respiratoire. Si vous vous mettez à courir, vous allez automatiquement respirer plus vite pour maintenir votre niveau d'oxygène dans le sang. Pression artérielle, la même chose aussi. C'est important que ça soit régulé. Des fois, le mécanisme de régulation se détraque, on va voir ça. La glycémie, sujet très important pour la conférence, ça, c'est votre niveau de sucre dans le sang. Ça aussi, c'est régulé, comme on va le voir. Puis finalement, les réserves adipeuses, c'est le gras que vous avez. Là. Et la faim, ça, c'est deux mécanismes qui sont intimement reliés, qu'on va voir tantôt.
Donc là, je vais vous présenter une théorie améliorée de la théorie classique, si vous voulez bien. Alors, oui, il y a un métabolisme de base. Il y a de l'exercice qu'on brûle aussi à travers, c'est-à-dire qu'il y a des calories qu'on brûle à travers l'exercice. Mais le simple fait de geler consomme beaucoup de calories. OK? Donc, c'est normal qu'en hiver, on mange plus qu'en été. De fait, on dépense plus de calories à geler même qu'à faire du sport la plupart du temps. Et aussi, le corps brûle, peut décider de lui-même de brûler des calories. Et aussi, dans l'équation, il ne faut pas oublier ce qui se ramasse dans le bol de toilette, parce que ça, c'est pas. Il y a des calories là-dedans aussi. Là. Donc, si on veut avoir l'équation complète, faut considérer tous ces éléments-là. Et c'est la différence qui se ramasse sur la balance. Un autre phénomène aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est que dépendamment de ce qu'on mange, ça va avoir un impact sur notre faim. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui donnent faim, puis il y a des aliments qui procurent satiété. Alors, ces aliments, il y a certains aliments donc, qui détraquent le processus homéostasique de régulation de la faim, en termes scientifiques. C'est comme ça qu'on dirait. L'autre phénomène aussi, c'est que quand on fait du sport, on augmente notre masse musculaire, donc on augmente notre métabolisme de base. Fait que juste à écouter la télévision, on dépense plus de calories. Donc, les gens qui font du sport, même quand ils ne font pas du sport, ils peuvent se permettre de manger plus. Maintenant, qu'est-ce que fait une diète? Une diète, ben, on diminue, vous voyez la flèche rouge, si on diminue l'apport, mais comment le corps réagit à ça? Le corps, lui, il interprète ça comme une famine. Et puis, il souffre de ça, d'une diète, et puis il se dit, je vais me préparer pour la prochaine famine. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il diminue le métabolisme de base. Il fait fondre la masse musculaire. Il diminue les calories brûlées. Et puis, évidemment, ça a un impact à court terme, la diète fait maigrir. Mais bien souvent, ce qui se passe après la diète, on prend plus de poids qu'on en avait au départ quand on a décidé de faire la diète. Et c'est normal quand on y pense parce que l'objectif des mécanismes du corps, c'est pas de rencontrer les standards populaires esthétiques, c'est de rester en vie. Puis que nos mécanismes de survie, eux autres, sont restés à l'époque paléolithique. Donc, vous aurez compris l'idée principale de ma méthode. Au lieu de diminuer, en fait, c'est pas au lieu de, mais c'est de diminuer la faim et donc l'excédent de calories, plutôt que de diminuer l'excédent de calories malgré la faim, comme le font les diètes. Parce que ça ne fonctionne jamais, ça. On ne peut pas lutter contre notre faim. On n'est jamais heureux quand on fait ça. Puis ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner à court terme, ça fonctionne. Fait que les vraies méthodes, c'est des méthodes à long terme. Revoyons quelques notions de base sur l'utilité des aliments. Bon, les aliments sont, si on fait le parallèle avec une machine, avec un véhicule, par exemple, c'est le carburant. Et contrairement au véhicule, ce n'est pas juste du carburant. Les aliments servent à hydrater, en incluant l'eau qu'on boit, mais les aliments procurent les matériaux de construction, les pièces de rechange. OK? Parce que vous allez voir, je fais beaucoup de parallèles avec l'ingénierie quand je m'exprime, là. C'est que régulièrement, on a des cellules dans le corps qui meurent, puis il faut les remplacer. Et ça prend des matériaux de construction pour les remplacer. Bien, ces matériaux de construction-là, on les trouve dans les aliments. Et dans les aliments procurent aussi les bactéries nécessaires pour la symbiose bactérienne qui est dans le microbiote. On va voir ça tantôt. Et les aliments procurent aussi des fibres solubles qui sont inutiles techniquement, mais dont on a besoin quand même parce que notre système digestif a été mis au point à une époque où les aliments en avaient. Fait que notre système digestif est fait pour fonctionner avec des aliments qui ont des fibres. Fait qu'aujourd'hui, des aliments qui n'ont pas de fibres, ben, ça cause toutes sortes de problèmes de santé, bien que les fibres ne sont pas absorbées. Quelle est l'utilité du sport maintenant? Bon, ben, le sport, un peu comme votre véhicule, plus il roule vite, plus il brûle d'essence, ben vous, plus vous courez vite, plus vous brûlez des calories. Mais il faut voir aussi que le sport apporte autre chose. La musculation développe la masse musculaire, comme j'ai dit tantôt. Ça augmente le métabolisme de base, puis ça permet de manger plus.
Et ce qui est bien important de voir ici, c'est un corps en forme, c'est-à-dire bien nourri, puis actif, automatiquement, il régule son tour de taille. Vous n'avez pas besoin de calculer sa place. Ça, c'est un peu comme les battements cardiaques quand vous allez courir. Vous n'avez pas besoin de sortir votre calculatrice et de dire à votre cœur, là, tu dois battre à 120 battements minute. Non, non, ça soit automatique. Mais si vous mettez votre corps dans des conditions qui ressemblent aux conditions paléolithiques, il s'occupe du reste. Autrement dit, l'homme de Cro-Magnon ne faisait pas de diète. Et nos Amérindiens, jusqu'à il y a un siècle, n'en faisaient pas non plus, puis ils étaient tous minces. Donc, un corps en forme et bien nourri n'accumule pas d'excédent de graisse. Fait que ce qu'il faut faire, c'est recréer des conditions qui ressemblent le plus possible à celles qui prévalaient quand notre système digestif a été mis au point. Alors, de quoi sont constitués les aliments? Les aliments, c'est constitué de macroéléments et de microéléments. Donc, 99 des aliments, c'est des macroéléments. Ça se divise en trois classes, glucides, lipides, protides. Les protides, c'est les protéines, les lipides, c'est le gras, puis les glucides, c'est le sucre. Ça dit simplement. Puis vous avez à l'écran des exemples de chacun. Donc, la somme des glucides, des lipides et des protides donne 100. Ça, c'est bien important. Pourquoi? Parce que quand vous voyez sur un aliment, sur une tablette, faible en gras, la traduction, c'est riche en sucre. Évidemment, ils n'écriront pas riche en sucre. Un aliment ne peut pas être gras et sucré en même temps. Il peut être les deux, oui, mais 50-50. Donc, premier petit quiz. Lequel, là, malheureusement, je n'ai pas installé mon application pour voter, là. Bon, en tous les cas, ceux qui ouvrent leur caméra, vous pouvez lever la main, je vous verrai voter. Lequel de ces deux aliments a le taux de gras le plus élevé? Est-ce que c'est... Ben, levez la main gauche ou la main droite pour dire lequel est le plus gras, disons. Donc, il y a Pierre. Ah oui, moi, je vois à l'envers. Donc, Pierre, tu lèves ta main gauche en réalité. Ça s'est inversé sur la caméra. Ben oui, effectivement, un avocat, c'est presque juste du gras. Est-ce que ça veut dire que l'avocat est moins santé que le Big Mac? Ben non, parce que dans la tête du monde, gras égale pas santé. Ça, c'est un des premiers mythes que je veux défaire, là. C'est complètement faux, là. Le gras, ça peut être, et dans certains cas, c'est très santé. Puis aller à droite, clairement, un Big Mac, c'est pas santé. Mais, de fait, le taux de gras d'un Big Mac, c'est 31 puis un avocat, c'est 55. Un autre exemple. Lequel de ces deux aliments-là contient le plus de sucre? Évidemment, pas en valeur absolue, en valeur relative. La crème glacée, Breyers ou ben non, le brocoli. C'est la même chose, là, laver la main gauche et la main droite. Ouais, là, il n'y a pas de main levée, c'est bon. Ben écoutez, le plus sucré, ben, c'est le brocoli. Brocoli, c'est 67 de glucides. La chocolat Breyers, c'est-à-dire la crème glacée au chocolat Breyers, c'est 48. Pourquoi? Ben parce que dans la crème glacée, il y a du sucre, oui, effectivement, ça goûte sucré, mais il y a des protéines un petit peu à travers le chocolat, surtout la crème des protéines là-dedans, et il y a surtout du gras aussi. T'sais. Donc, en termes de sucre, ben, c'est le brocoli qui est plus sucré. Est-ce que ça veut dire que le brocoli a un index glycémique supérieur? Non, c'est pas ça que je dis. On va voir ça tantôt, l'index glycémique. Donc, la contribution énergétique, hein, on l'a vu tantôt, c'est une calorie, ça équivaut à 1000 calories en thermodynamique. Là, c'est l'équivalent de 4,19 joules. C'est la chaleur requise pour élever 1 kg d'eau d'1 degré Celsius. Donc, si vous regardez vos ingrédients dans la fiche nutritive, ben, vous pouvez calculer les calories facilement. Il l'indique, mais vous pouvez arriver au même calcul. Il y a, en multipliant par le nombre de grammes de glucides par 4, de lipides par 9, et ainsi de suite, de protides par 4. Sauf que digérer une protide, ça consomme de l'énergie, fait qu'il y a à peu près juste 70 à 80 des 4
des 4 calories qu'on absorbe. Donc, on va dire 3. Mais dans le cas du glucide ou de lipide, là, c'est pas mal la même affaire. Donc, une calorie de gras ne fait pratiquement pas plus engraisser qu'une calorie de sucre. On parlait de microéléments aussi. Les microéléments, ben, c'est les vitamines, puis les minéraux, et puis aussi les antioxydants. Maintenant, là, on rentre dans le vif du sujet, comprendre l'obésité moderne à partir de la théorie de la sélection naturelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on est passé de ça à ça? Donc, avant, juste un petit rappel sur la théorie de l'évolution. Bon, je ne pense pas que vous l'apprendre à personne ici, là, autour de la table. Vous êtes membres des sceptiques pour la plupart. Alors, la sélection naturelle favorise évidemment les mutations génétiques qui augmentent les probabilités de survie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système digestif a été optimisé il y a 10 000 ans, à une époque où l'environnement alimentaire et social était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, la plupart de nos problèmes aujourd'hui viennent de là, en fait. Et la plupart des maladies modernes, et l'obésité notamment, vient du fait qu'on ne vit pas dans un environnement. Notre environnement actuel est complètement différent de ça pourquoi notre corps a été conçu. L'exemple classique, c'est la girafe. Pourquoi que la girafe a un cou plus long? On voit son ancêtre ici, là, Girafocalyx, là, qui avait un cou plus petit. Dans les deux cas, ils ont 7 vertèbres dans le cou, là, comme nous autres. Mais la girafe ayant le cou plus long, ben, elle pouvait aller chercher la nourriture plus haut dans l'arbre. Et bien, de cette manière-là, ben, celle qui avait le plus long cou était favorisée parce qu'il mangeait plus, donc il se reproduisait plus. Et le fil en aiguille, ça fait des girafes au long cou. C'est un exemple. À l'époque paléolithique, il faut comprendre que la vie était bien différente. OK? On récoltait des fruits et des champignons. On ne faisait rien pousser, là. On cueillait ce qu'il y avait. On chassait des animaux. On cuisait nos aliments, hein. Ça fait 500 000 ans que l'homme et ses ancêtres cuisent. Même l'Homo habilis cuisait ses aliments. Donc, prétendre qu'il faut manger cru, là, ça, c'est une hérésie, là. Et il ne faut pas prendre l'homme de Cro-Magnon pour un con. On a toutes les raisons de croire, de fait, que même l'homme de Cro-Magnon était probablement un peu plus intelligent que l'homme moderne. Et l'homme de Cro-Magnon, évidemment, vous l'aurez deviné, était beaucoup plus actif que l'homme moderne, hein. On a un mode de vie en général qui est beaucoup plus sédentaire, surtout en Occident. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a aucune trace de diabète, d'obésité ou d'artériosclérose dans les restes archéologiques. Ce qui n'est pas le cas de l'homme du néolithique. Donc, le néolithique, c'est il y a 10 000 ans, c'est le début de l'agriculture. L'homme s'installe en société, le travail se spécialise, la population explose, le sédentarisme apparaît, les céréales aussi, et les maladies modernes apparaissent aussi. Donc, l'artériosclérose, diabète, ostéoporose, anémie, tout ça, et la carie dentaire apparaissent dans les restes archéologiques. Et l'homme, sa taille moyenne chute de 13 cm. Ça a pris après ça jusqu'au début du 20e siècle pour rattraper cette perte de taille-là. Le taux de mortalité infantile augmente, l'espérance de vie diminue, l'obésité apparaît chez les mieux nantis. Aujourd'hui, le prêt-à-manger occupe une part importante. Les aliments s'enrichissent en calories, mais s'appauvrissent en éléments nutritifs, s'appauvrissent en fibres aussi. Il y a des nouveaux aliments qui voient le jour qui n'existaient pas à l'époque. Évidemment, on fait moins d'activité physique. Par contre, il y a des compensations. Il y a la médecine, il y a l'hygiène qui nous permet de rattraper la taille de l'homme paléolithique. Mais l'obésité fait des ravages incroyables. Je l'annonçais dans mon livre il y a 20 ans et malheureusement, j'ai eu raison de l'annoncer. Le diabète type 2, les cardiopathies affectent désormais les adolescents et, croyez ou non, mais l'espérance de vie a commencé à reculer. On parle de 2 à 5 ans de moins d'années de vie aux États-Unis. Donc, chez les enfants, quand ces enfants-là vont être plus vieux, c'est ce que ça va donner. Il faut comprendre une chose, là, si on ramène
Une comparaison pour mieux comprendre l'échelle du temps, là, c'est que si on compare un cadran là, de 24 heures là, sur 3,5 milliards d'années, le début de la vie sur Terre, ça fait une seconde là, qu'on vit en société. Là. Fait que vous comprenez pourquoi notre système digestif n'est pas adapté à la réalité dans laquelle on vit. Ça explique plein de choses. Ça explique pourquoi, par exemple, les Asiatiques, surtout, on a intolérance au lactose. Il ne faut pas s'étonner non plus que les gens en Scandinavie ont une moins grande intolérance au lactose, parce qu'eux autres, ça fait plus longtemps qu'ils en mangent. Ça fait quelques millénaires de plus qu'ils en mangent. Le gluten s'explique comme ça aussi, là. Alors, ça n'existait pas. Les gens, à l'époque paléolithique, ne buvaient pas de lait. Donc, c'est normal, le système digestif n'est pas habitué à digérer ça. Un bel exemple de ça, c'est que dont je parle dans mes livres, c'est les Indiens Pima. Les Indiens Pima font partie, c'est pas les Premières Nations, ils sont comme les Inuits, là, sont arrivés dans la deuxième vague, sont partis eux autres quand on regarde le continent, ils sont partis du nord-ouest. Ils ont descendu. Il y a une partie de la communauté qui s'est installée en Arizona, puis une partie de la communauté qui a descendu jusque dans les chaînes de montagnes du Sierra Madre. Et on a testé ça par la suite avec des tests de génétique. On a confirmé que c'était vraiment, là, c'est des cousins, là, vraiment, là, génétiquement. Mais le taux d'obésité et de diabète, en tout cas, on voit ici, je donne les statistiques pour la prévalence de diabète. Là, on voit que ceux qui vivent au Mexique, dans des conditions complètement différentes qu'en Arizona, avec une alimentation différente, euh, ont un taux de diabète beaucoup plus bas qu'en Arizona. Une image vaut mille mots. Hein. Ça, c'est une photo, évidemment, à gauche qui est prise du siècle dernier, début du siècle dernier. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y a encore l'air de ça, mais c'est ce qu'il y avait l'air à l'époque. Et puis, à droite, c'est leurs cousins qui vivent en Arizona et qui mangent à l'américaine. Si on regarde l'évolution de l'obésité dans le monde, vous voyez, les différents pays apparaissent. Si on regarde les États-Unis, on voit que l'obésité étant définie comme un indice de masse corporelle de 30 ou plus, l'obésité a doublé aux États-Unis en 30 ans. Et en France, c'est resté pas mal constant. L'embonpoint a augmenté en France. Mais là, ici, ce graphique-là concerne uniquement l'obésité, qui est 30 et plus d'indice de masse corporelle. Ce qui est étonnant de noter aussi, c'est que je le mentionnais pendant le néolithique et même jusqu'au Moyen Âge, l'obésité était corrélée à la richesse, à les hautes couches sociales. Aujourd'hui, c'est rendu l'inverse. L'obésité est inversement proportionnelle aux revenus. On le voit ici avec des graphiques qui viennent de France, mais cette équation-là, cette corrélation-là existe aussi dans les autres pays occidentaux. Et il y a des raisons à ça, évidemment. Alors, quelles sont les causes de l'obésité contemporaine? Bien, essentiellement, c'est la sédentarité, le manque d'activité physique. C'est une alimentation qui est inappropriée pour notre métabolisme. Et aussi, un troisième facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est l'anxiété. Parce que l'anxiété, ça fait sécréter du cortisol, que l'hormone d'anxiété. Puis ça fait engraisser. Puis encore une fois, la logique du corps, c'est que qu'est-ce qui pouvait bien créer de l'anxiété à l'époque paléolithique? Ben, c'était évidemment une famine possible, tu sais. Alors, le corps interprète stress égale famine possible. Donc, engraisse pour te préparer pour la famine. Évidemment, aujourd'hui, l'équation est plus bonne parce que si on a un stress, c'est pour toutes sortes de raisons qu'on connaît bien, mais pas forcément relié au fait qu'on n'aura rien à manger le mois d'après. Donc, si on compare les trois époques, aujourd'hui, le néolithique et le paléolithique, on voit que c'est très, très différent. Il n'y avait pas de pain à l'époque paléolithique, il n'y avait pas de pommes de terre non plus, ni de fromage vieilli. Il n'y avait pas de miel, il n'y avait pas de canne à sucre, etc. Il y avait de la viande, au moins la viande, ça, dans trois colonnes. Mais évidemment, la viande qu'on mangeait dans le temps ne ressemble pas à la viande qu'on achète à l'épicerie aujourd'hui. Ben, en fait, ça dépend. On peut acheter dans certaines épiceries de la bonne viande, puis on peut la chasser aussi.
Donc, les pièges de l'alimentation moderne, ben, je pense que vous les devinez. En fait, il y a des pièges au niveau des trois macro-éléments, glucides, lipides, protéines. On va y prendre un par un, OK, si vous voulez bien, parce que je suis dans mes temps. Oui, ça va. Glucides. Alors, on va reparler d'homéostasie, là. Donc, on a deux mécanismes pour réguler le niveau de glycémie dans le sang. OK? On a celui du bas, là, que quand on fait un exercice physique, là, quand automatiquement, le niveau de glycémie dans le sang baisse, à ce moment-là, le pancréas sécrète du glucagon qui dit au foie, convertis tes réserves de glucogène en glucose pour réaugmenter le niveau de glycémie dans le sang. Et à l'inverse, quand on mange un repas, à plus forte raison un repas sucré, que là, la glycémie monte dans le sang, bien là, le pancréas sécrète de l'insuline qui dit aux cellules et au foie, emmagasiner, convertissez le glucide, le glucose en glucogène, éventuellement en graisse. Donc, c'est ce qui est reflété ici. Alors, on voit des exemples de glycémie trop basse, là, en 0,7 grammes par litre, puis trop haut, 1,2. Donc, c'est comme une température dans une pièce. Là, hein. Il faut réguler. On a un point de consigne, puis il faut réguler, il faut maintenir ça au point de consigne. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec les aliments modernes? On va commencer par les aliments classiques, les aliments qui sont sains, la courbe verte ici. Rappelez-vous ce que je viens d'expliquer. Vous mangez, la glycémie elle monte dans le sang, suivez ma souris ici, jusqu'à un certain seuil, qui est sous le seuil de l'hyperglycémie. C'est un seuil raisonnable. Et là, le pancréas embarque, sécrète de l'insuline et ça fait rebaisser l'insuline, pas l'insuline, dis-je, la glycémie, à son niveau de glycémie normale. Le problème, c'est que quand on mange des aliments modernes qui ont un index glycémique élevé, l'index glycémique, qu'est-ce que c'est? La référence, c'est le glucose. Arbitrairement, on a dit que le glucose était 100. Donc, tout se compare au glucose. Donc, si un aliment, par exemple, à 70, ben, c'est-à-dire que son effet est 70 celui du glucose. Ces aliments-là, index glycémique élevé, n'existaient pas autrefois. Fait que notre corps ne sait pas comment les digérer. Notre corps n'est pas équipé pour les digérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la glycémie monte trop rapidement dans le sang. OK? C'est déjà vrai avec les aliments indice glycémique moyen. C'est évidemment encore plus vrai pour les aliments à index glycémique élevé. La glycémie monte trop vite et le pancréas, il faut comprendre, là, c'est une machine qui est lente. C'est un peu comme le Titanic. Là. Ils ont vu l'iceberg, ils ont vu qu'ils fonçaient dessus, ils ont mis les marches arrière sur les moteurs, mais par inertie, le paquebot continue à avancer puis à foncer dans le décor. Mais c'est un peu ce qui arrive ici, c'est que l'insuline embarque éventuellement. Quand elle embarque, on suivait encore ma souris ici, ben là, la glycémie se met à descendre drastiquement. Mais là, quand on essaie de renverser la vapeur puis de dire à l'insuline, bon, ben là, arrête, là, on a la glycémie normale, ben non. L'insuline, le pancréas, il est long à démarrer puis il est long à arrêter aussi. Donc, l'insuline continue et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, la glycémie tombe à un niveau qu'on appelle l'hypoglycémie. Et là, même si vous aviez mangé à votre faim, puis qu'en temps normal, vous n'auriez pas engraissé parce que vous avez mangé à votre faim, mais là, artificiellement, vous avez faim. Parce que le cerveau, lui, il y a un seul carburant, c'est le sucre dans le sang. Il n'y a pas d'autre carburant. Il ne marche pas au gras, il marche au sucre. Donc, lui, il ne veut pas arrêter parce que s'il va savoir arrêter, ça va mal. Donc, lui, il commande tout de suite la faim. Il dit, là, tu vas manger. Et là, qu'est-ce qui arrive? Imaginez-vous, là, vous êtes au bureau, vous mangez un gros pot de pâtes pour dîner. Puis là, en sortant de là, vous vous sentez bien, tout ça. Mais vers 4 heures de l'après-midi, là, vous baillez, vous êtes fatigué, puis vous avez faim, puis là, vous allez aller manger une petite palette de chocolat pour remonter votre glycémie. Voilà, c'est ça le phénomène. Et là, il s'établit un cercle vicieux. Parce que plus on mange de la malbouffe, plus le pancréas sécrète de l'insuline, à un point tel que les cellules viennent à plus réagir. C'est ce qu'on phénomène qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est-à-dire que pour une même quantité d'insuline, ça va prendre de plus en plus d'insuline pour que les cellules réagissent.
Et là, évidemment, le sucre se convertit en graisse. Et là, ça donne faim parce que là, on a une hypoglycémie. On remange encore et là, la boucle s'installe. Et arrive un point où, à un moment donné, les cellules ne réagissent tellement plus à l'insuline que là arrive le diabète de type 2. Donc, diabète type 1 ou diabète standard, ça, c'est une condition qui est héréditaire. On ne choisit pas ça. C'est pas lié à notre mode de vie. Mais le diabète de type 2, personne n'est avec un diabète de type 2. Le diabète de type 2 se développe avec nos conditions de vie. Et c'est l'équivalent du diabète, finalement. Alors, c'est ça le fameux cercle vicieux là, qui fait en sorte que l'alimentation moderne nous fait engraisser. Donc, à titre indicatif, je vous mets une liste ici de différents aliments avec leur index glycémique respectif. Euh, J'attire votre attention notamment sur ces deux lignes-là ici. Le cornflake, les cornflakes, là, ces fameuses bonnes céréales-là là, qu'on donne à nos enfants, là, puis selon la publicité télévisée, c'est bon pour la santé. Là. Ben, ça a un index glycémique, croyez-le ou non, supérieur à celui du sucre de table. Autrement dit, là, le sucre que vous mettez par-dessus vos cornflakes, là, il est moins dommageable que le cornflake en dessous. Là. Et on vend ça comme un aliment sain, dans la mode américaine. C'est épouvantable. Et puis, on vous vend des spécial cas, et puis ça, c'est une vraie boîte, là. Fait qu'on vous fait croire que si vous êtes une femme, vous allez venir toute mince en mangeant des spécial cas. Dans mon premier livre, j'ai appelé ça des spécial connes, mais mon éditeur m'a corrigé ça. Là, aujourd'hui, je m'auto-édite, comme ça, je marque bien ce que ça me tente. Alors, c'est 99% fat-free, et évidemment, 99% de chances de vous faire engraisser. Les fibres font partie des solubles, des solubles, des glucides. Il y a des fibres insolubles, il y a des fibres solubles. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais ça va me faire plaisir d'élaborer le sujet en période de questions si ça vous intéresse. Retenez que les fibres n'apportent aucun aliment, mais on en a besoin pour la simple et bête raison que notre système digestif est fait pour fonctionner avec ces fibres-là. Alors, les jeûnes, hein, à proscrire. Je ne parle pas de jeûne intermittent ici, c'est autre chose. Les jeûnes prolongés, là, des espèces de séances en maison de retraite pendant une semaine que vous buvez juste de l'eau, là, ça, là, c'est complètement mauvais pour la santé. Puis vous perdez votre masse musculaire, ça fait beaucoup de dommages. Les fibres solubles, bon, ben alors, comme je disais tantôt, c'est bon. Ça, outre le fait qu'on en a besoin pour bien digérer, ça réduit la glycémie, donc ça réduit l'index glycémique, ça aide à combattre le cholestérol aussi, ça a plein d'autres avantages. Puis ça nourrit le microbiote qui est dans l'intestin. En fait, le prébiotique, le probiotique, c'est un peu comme la cuillère de yogourt. Ceux qui font du yogourt à la maison savent comment ça fonctionne, là. Vous mettez une cuillerée de yogourt dans du lait chaud. Le lait chaud, c'est le prébiotique, puis la cuillerée de yogourt, c'est le probiotique. Donc, c'est la nourriture pour les bactéries. Donc, il ne suffit pas juste de prendre des probiotiques de temps en temps, surtout quand vous êtes dans le sud pour éviter la tourista. C'est important aussi de manger des prébiotiques parce que ces bactéries-là, c'est pas tout des absorbés, il faut les nourrir aussi. Donc, des exemples d'aliments riches en fibres, ben, vous voyez, hein, les haricots blancs, le son de blé très riche, les amandes, les tomates, les pommes là-dessus, là, pas grand fibre là-dedans. Bon, je vais sauter ces diapos-là. Ça concerne le pain. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions sur le pain et à la période de questions, si ça vous intéresse. Donc, tous les glucides ne sont pas égaux. Hein. Tout ce qui est légumes, en général, c'est très bon. Ce qui est fruits, en général, c'est bon. Les pâtes, attention, mais le riz blanc, le pain blanc, les pommes de terre, le gâteau, le couscous, les céréales croustillantes, à bannir. Et évidemment, à plus forte raison, tout ce qui est soda, chips, beignes, friandises sucrées, tant qu'à moi, ça devrait être illégal, mais à tout le moins hautement taxé.
Alors, si on compare, par exemple, des fruits et légumes avec des féculents, parce qu'on a cette mentalité-là, hein, dans tout restaurant, on vous sert des féculents parce que ça beau et ça coûte pas cher. Puis on a cette mentalité-là de croire qu'à chaque fois qu'on mange, ça prend un féculent dans l'assiette. Il n'y en avait pas de féculents à l'époque paléolithique. Fait que si vous retenez juste une chose de cette conférence, là, coupez les féculents. Dans votre assiette, mettez de la viande puis des légumes. That's it, that's all. Puis pour le dessert, mangez des fruits. Fait que vous voyez, les fruits et légumes, ils ont un index glycémique bas, sont riches en fibres, sont riches en micro-éléments, sont pauvres en calories, mais malheureusement, ils coûtent cher. À l'époque paléolithique, c'est à peu près la répartition là, des trois macro-éléments, c'est à peu près égal, 30, 30, 40. Et au 21e siècle, on voit là, que les glucides occupent une part beaucoup trop importante de notre alimentation. On voit des glucides partout aujourd'hui. Il y a des gens qui ne se nourrissent que de glucides. Et le pire, c'est qu'ils pensent que c'est bon pour leur santé. C'est ça qui est le pire maintenant. Au sujet de l'alcool, ben écoutez, cette diapo-là n'existait pas dans ma présentation originale parce que jusqu'en 2011, on recommandait 15 consommations hebdomadaires pour les hommes puis 10 pour les femmes. On disait même qu'une consommation modérée d'alcool, particulièrement le vin rouge, prévenait les cardiopathies. Mais malheureusement, l'industrie agroalimentaire a fait comme l'industrie du tabac. Ils ont caché longtemps la réalité. Aujourd'hui, les recommandations, c'est 6 consommations hebdomadaires. Et mais c'est même pas une recommandation. La recommandation, c'est 0. Mais ce que ça dit, c'est qu'à partir de 6 consommations hebdomadaires, vous augmentez le risque de développer le cancer. Puis au-delà de 7 consommations, eh bien là, vous augmentez significativement votre risque de cardiopathie et d'AVC. Et une chose qu'on ne parle pas encore, là, mais j'ai étudié sur le sujet récemment, c'est que l'alcool nuit à la qualité du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, le Rapid Eye Movement en anglais, c'est le sommeil qui vous permet de mémoriser ce que vous avez appris dans la journée. Donc, le fait de boire de l'alcool tous les jours, ben, ça crée des pertes de mémoire. Et ça limite aussi, là, si vous êtes aux études, là, votre capacité à apprendre est beaucoup réduite. Donc, conseil pour éviter la surcharge glycémique, bien évidemment, je l'ai déjà dit, réduire les féculents, consommer des céréales entières, du pain intégral, des pâtes intégrales, du riz intégral, des patates douces. C'est drôle, hein, des patates douces. C'est plus sucré que des patates, des pommes de terre, là. Et étonnamment, l'index glycémique est beaucoup plus bas qu'une pomme de terre. Donc, consommer beaucoup de fruits et légumes pour les fibres et les micro-éléments et manger des repas équilibrés. Donc, ça veut dire des protéines animales au moins une fois par jour. Alors, manger des aliments sucrés à la fin parce que le même aliment avec un index glycémique donné est plus dommageable en début de repas qu'à la fin. Puis l'explication est facile à comprendre, c'est que à la fin du repas, votre estomac est déjà plein de graisse. Et les graisses et les protéines, ça se digère lentement. Donc, même s'il y a du sucre qui arrive, ben, il fait la queue là, pour être digéré. Tandis que si le sucre rentre dans un estomac vide, ben, il se transfère direct dans le sang. Et c'est ça qu'on veut éviter. On veut éviter les montées rapides de glucides dans le sang. Donc, le fait de mélanger, de garder le dessert, ben, ce que nos ancêtres ont toujours fait sans connaître l'explication scientifique. Mais c'est ça. Puis c'est la même chose avec l'alcool. L'apéro fait plus de dommages que le digestif. Donc, petite question quiz encore. Ben, il est assez facile, celle-là. Hein? Qu'est-ce qui est le pire choix entre l'eau, le jus d'orange et le Coca-Cola? Je pense que vous l'avez deviné, c'est lequel. Qu'est-ce qui est le meilleur choix entre le pain au levain, le pain blanc, le croissant et les... ça, ça porte un nom, céréales américaines là, j'ai oublié le nom, là. En fait, je pense que vous avez deviné la réponse aussi, c'est le pain au levain. Encore une fois, ici, le pire choix, bien évidemment, ce sont les pâtes. Et là, elle est un petit peu plus insinueuse, elle. Alors, qu'est-ce qui fait, à calories égales, là, laquelle de ces deux crèmes glacées, là, fait le plus engraisser, là? La bonne crème glacée Ben Jerry's, là,
super grasse faite avec de la vraie crème ou la crème glacée, hein, réduit en gras, là. Vous voyez à l'écran, là, la moitié. Donc là, Pierre Gauthier, il lève la main gauche, il est de ce bord-là, donc il est en train de me dire que c'est celle de gauche qui fait le plus engraisser. Oui, ben c'est ça, exactement. Parce que moitié gras veut dire 2 fois plus de sucre. 2 fois plus de sucre, ça crée le phénomène que je viens de vous parler de glycémie dans le sang. Mais ça va à l'encontre des croyances populaires. C'est un autre exemple. Ça va jusqu'à date? Là, je vais vous parler de lipides maintenant, donc de gras. Dans les lipides, il y a des bons et des mauvais gras aussi. Alors d'abord, on va parler des mythes, là. On l'a vu tantôt, les gras ne font pas. À calories égales, un gras, ça fait engraisser autant que les sucres. Le surplus de gras qu'on a sur notre bédaine, par exemple, ça ne vient pas du gras qu'on mange. Les cochons qu'on élève, la façon de les faire engraisser le plus vite, c'est d'un nourrissant au grain. Si tu nourris un cochon avec du gras, il prend beaucoup plus de temps à engraisser, puis ce n'est pas payant pour les fermiers. Les fermiers le savent, fait qu'ils nourrissent avec du grain. Manger gras bouche les artères. Ben, manger des mauvais gras bouche les artères, mais manger des bons gras débloque les artères, on va le voir tantôt. Il faut privilégier les aliments faibles en gras. Non, parce qu'un faible en gras veut dire riche en sucre. Et tous les gras sont égaux et mauvais. Ben, on va le voir que tous les gras sont loin d'être égaux et loin d'être tous mauvais. En fait, le gras peut se diviser comme suit en 3 catégories. Les gras saturés, donc qui sont solides à la température de la pièce, là, typiquement là, le beurre de cacao, le beurre tout court, le lard, euh, le, le- le gras que vous voyez sur votre T-bone, là. Les gras monoinsaturés, qui sont liquides à la température de la pièce, mais qui gèlent au frigo, comme de l'huile d'olive, hein. Mettez votre bouteille d'huile d'olive au frigo. Si c'est une bonne huile, elle devrait geler. Et il y a les polyinsaturés, comme l'huile de lin. Vous avez beau la mettre au congélateur, elle ne gèlera pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, saturé, monoinsaturé? Je ne veux pas rentrer dans le détail de chimie, c'est juste pour dire c'est saturé d'hydrogène. OK? Alors, quand il y a un lien double comme ça ici, là, c'est insaturé. Puis la position du lien dit si c'est oméga 3, oméga 6 ou oméga 9. Donc, à l'époque paléolithique, le ratio entre les oméga 6 et les oméga 3 dans l'alimentation était de 1 pour 1. Évidemment, notre corps est fait pour bien fonctionner avec ça. C'est un peu comme si vous achetez un auto diesel puis vous mettez de l'essence sans plomb dedans, ça va mal fonctionner, hein? C'est un petit peu ce qui se passe avec notre corps en ce moment. Aujourd'hui, aux États-Unis, le ratio dans les aliments atteint 16 pour 1, parfois même 50 pour 1. C'est comme mettre de l'essence sans plomb à place du diesel dans le moteur. Déjà, au-delà d'un ratio de 3, il y a des problèmes de santé qui apparaissent. OK? L'inflammation, l'agression plaquettaire, donc ça veut dire que les artères se bouchent, et ça affecte l'humeur aussi. Ça affecte le cerveau aussi. Le bœuf nourri au grain, voyez-vous, ça donne des ratios de 4 à 10, alors que le bœuf nourri à l'herbe était de 2. Quand j'étais jeune, nos cultivateurs élevaient les bœufs dans le champ. C'était beaucoup plus santé. Aujourd'hui, productivité oblige, l'industrie rentre les bœufs, ils ne voient jamais la lumière du soleil, ils sont nourris au grain pour pouvoir les vendre le plus rapidement possible, les engraisser le plus vite possible, mais ça ne fait pas du bœuf de bonne qualité. Et on incorpore dans nos alimentations, surtout les aliments préparés, de l'huile de maïs, de l'huile de cartame. Regardez, l'huile de cartame, c'est 77 pour 1. Réalisez-vous que si vous mettez juste un tout petit peu d'huile de cartane, dis-je, dans votre aliment là, que vous consommez, là, que ça augmente significativement le ratio oméga 6, oméga 3. Là. Et évidemment, la consommation d'œufs oméga 3 est encouragée. Ça, c'est des poules à qui on a donné des graines de lin. Et les poules sont capables de synthétiser, elles, en prenant le lin, elles sont capables de synthétiser ça de l'oméga 3 dans leurs œufs. Alors ça, c'est un graphique intéressant qui montre l'évolution depuis 50 ans
de l'oméga 6 dans le gras humain. On voit que c'est pas mal linéaire comme augmentation. Le chimpanzé, lui, c'est pas mal stable. Alors, l'oméga 6, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça se métabolise en hormones écosanoïdes pro-inflammatoires. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc, les problèmes d'inflammation viennent de là. Alors que les oméga 3, eux autres, OK, ça part au début, la forme végétale des oméga 3, c'est à 18 atomes de carbone. On appelle ça l'ALA, l'acide linéoléique alpha. C'est ce qu'on retrouve dans le graine de lin, par exemple, dans les noix, dans l'herbe. Et certains organismes végétariens, essentiellement, vont convertir, comme les poules, par exemple, dans l'exemple que je donnais tantôt, vont convertir l'oméga 3 à 18 atomes de carbone en oméga 3 à 20 atomes de carbone et à 22 atomes de carbone. Et évidemment, nous, l'être humain, on a besoin, vous allez voir pourquoi tantôt, ça nous prend de l'oméga 3 à 22 atomes de carbone parce que c'est le matériau de construction le plus important du cerveau. Alors, si vous manque d'acide docosahexaïonique, d'oméga 3 à 22 atomes de carbone, vous allez avoir des petits problèmes ici en bas. En fait, il y a une règle dans la nature. Le quotient digestif est inversement proportionnel au quotient intellectuel. C'est simplifié, mais ça ressemble à ça. C'est logique quand vous le pensez. Une vache a 4 estomacs, ça a un long intestin. Un lapin aussi, là, ça a un long, long intestin. Les autres sont capables de manger du gazon, puis de bâtir des protéines avec ça pour bâtir leurs muscles. Incroyable comme machine. Alors que les prédateurs, eux autres, au lieu d'avoir un super système digestif, ils ne se cassent pas la tête, ils mangent le végétarien. Fait qu'ils se nourrissent, ils vont chercher ses aliments dans la bête qu'ils mangent. Mais pour attraper la bête végétarienne, ça prend de l'intelligence, ça prend des stratégies de chasse. C'est pour ça que dans la vie, le quotient intellectuel est inversement proportionnel au quotient digestif. Alors, un tigre, typiquement, ça a un intestin de 8 mètres. Donc, ça a un ratio intestin versus le corps 3,5. Alors qu'un mouton, c'est une proie. Il faut briller un mouton. Tu sais que c'est intelligent, mais pas un mouton. Ça a un ratio de 15. Puis l'homme, nous autres, on est 4,5. L'homme, c'est un omnivore. Fait qu'on voit bien, donc, malgré toute la propagande végane que vous entendez tous les jours sur Internet, que le système digestif humain ressemble beaucoup plus à celui du tigre qu'à celui du mouton. Donc, ben, c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Si on prend de l'herbe, qu'il y a de l'air là-dedans, le bœuf, qui n'est pas intelligent, donc un super système digestif, lui a converti en AEP, ADH. Ça donne un steak avec un ratio 2 pour 1 d'oméga 6 sur oméga 3. Vous mangez ce steak-là, vous êtes en santé. Par contre, le bœuf moderne qu'on alimente avec du blé d'Inde, oméga 6, ben lui, il ne fait pas d'oméga 3. Puis vous avez des ratios, des viandes avec des ratios de plus de 4 pour 1. Et 6, ce n'est pas de la viande santé. Donc, quand on accuse la viande, il faut faire attention. Il faut accuser la mauvaise viande. Donc, des sources d'oméga 3, ben, vous voyez, il y a deux colonnes. La colonne de gauche, c'est les oméga 3 qu'on trouve juste dans les végétaux, qui sont excellents pour le cœur. C'est très bon pour le cœur de manger de la graine de lin. Mais pour le cerveau, ça, c'est inutile. Alors, on le voit tout de suite, là, que l'huile de poisson, ben, c'est très riche en bons gras pour le cerveau, alors que l'huile de lin, c'est bon, mais pour le cœur. Et puis, quand vous alimentez vos poules avec différents aliments, on voit, j'ai oublié d'enlever ma, ma journée dentaire intentionnelle du Québec, désolé. On voit que les poules alimentées avec du lin, des graines de lin, ont un ratio oméga 6, oméga 3 d'1,6. Alors que si on nourrissait les poules au cartame, ben, on a un ratio de 120. Ça c'est le contrôle. Ça, c'est les poules, c'est les œufs de poules normales là, que vous achetez à l'épicerie. Donc, c'est quoi les conséquences d'un déficit en oméga 3? Ben, c'est augmentation des cardiopathies, augmentation des maladies inflammatoires, ça, on en entend moins parler, par exemple. Hein?
la santé mentale. OK? On parle ici de dépression, de dyslexie, d'autisme, schizophrénie, troubles d'apprentissage de mémoire de sommeil. D'ailleurs, la fameuse dépression postpartum chez les femmes, une fois qu'elles ont accouché, vient du fait que les femmes, quand ils allaitent, ils donnent tout leur oméga 3 à leur bébé. Puis quand on regarde la cartographie de la dépression postpartum aux États-Unis, devinez quoi? C'est tout au centre. Parce que sur les côtes, les gens sont plus fortunés, mangent mieux, mangent plus de poissons. Il n'y a pas de dépression postpartum. Mais au milieu, là, la Bible Belt, là, ça ne mange pas très bien et ça fait des dépressions postpartum. Et au Japon, ben, il n'y en a pas de dépression postpartum. C'est prouvé aussi que le fait d'avoir des carences, donc le fait d'élever ses enfants de façon végane, ça réduit leur quotient intellectuel. Ça, on ne l'entend jamais, ça, hein? Pourtant, toutes les références scientifiques sont là pour le prouver, là. Donc, c'est tant qu'à moi, appelons les choses par leur nom, là, élever des enfants de façon végane, c'est de la maltraitance infantile. Et un manque d'oméga 3 peut même induire des comportements suicidaires, agressifs et même criminels. Ici, on a une autre statistique intéressante là, qui corrèle la mortalité et la quantité d'oméga 6 dans les gras. On voit que la courbe est assez linéaire, encore une fois. Ça, c'est les consommations quotidiennes recommandées. De toute façon, si ça vous intéresse, vous pourrez avoir une copie des diapos, là, fait qu'on va passer vite. Vous trouvez, tous les poissons ne sont pas égaux. Regardez, il suffit de manger 152 grammes de maquereau par semaine, vous êtes correct. L'équivalent en sol, c'est 2 kilos. Manger 2 kilos de sol, il faut le faire. Là, donc, les conseils, ben, c'est de manger du poisson gras au moins une fois par semaine. Je l'ai dit tantôt, acheter des œufs enrichis en oméga 3. Remplacer les huiles en oméga 6 par des huiles d'olive, canola. Privilégier évidemment les produits animaux issus d'élevage en pâturage, donc la viande biologique. Évitez ce que vous achetez chez Costco, l'oméga 3, 6, 9, c'est complètement inutile parce que le but, c'est de changer le ratio. Si vous consommez les trois dans la même quantité, vous ne changez pas le ratio. Ça, c'est du gros marketing. Et puis, évidemment, fiez-vous pas juste aux graines de lin comme les végans font pour combler leurs besoins d'oméga 3 parce que malheureusement, la plupart des végans ne savent même pas que l'oméga 3 à 22 atomes de carbone existe. Donc, ils bousillent leur santé puis ils ne savent pas. Bon, cholestérol, on va passer vite. Essentiellement, il y a deux sortes de cholestérol. Il y a du bon et du mauvais. Bon, il y en a plus que deux sortes de mauvais. Il y a du VLDL puis il y a du LDL, mais si on simplifie, disons qu'il y a du bon puis il y a du mauvais. Il faut comprendre une chose, c'est que le cholestérol qui est dans l'aliment, il n'est ni LDL ni HDL encore. Quand vous l'ingérez, il prend une direction ou l'autre. Donc, puis en partant aussi, 80% du cholestérol que vous avez dans le sang, il est fabriqué par votre organisme. Il ne vient pas de l'alimentation. Donc, conclusion, le cholestérol dans les aliments n'est pas très important dans l'équation. Bon, vous allez me dire, souvent le cholestérol est corrélé avec des gras saturés. Oui, j'en conviens. Les gras saturés, ça fait monter le cholestérol. Mais ce n'est pas le cholestérol lui-même. Par exemple, vous pouvez manger des huîtres, c'est plein de cholestérol, il n'y a pas de gras saturés, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est le ratio entre le bon et le mauvais qui est important. Dans l'île de Crète, OK? C'est les gens qui ont le taux de cholestérol le plus élevé au monde et c'est à la fois le pays qui a le taux de cardiopathie le plus bas au monde. Pourquoi? Parce que les autres ont du bon cholestérol dans le sang pour des raisons génétiques. Bon, le cholestérol, son problème, c'est qu'il s'accumule dans les vaisseaux sanguins, puis éventuellement bloque le vaisseau, ce qui fait des crises cardiaques, des ACV. Donc, les facteurs pro-inflammatoires, essentiellement parce que c'est une combinaison d'accumulation de cholestérol dans les artères et d'inflammation aussi. Bon, les mauvais glucides, donc les mauvais glucides comme le Coca-Cola, par exemple, ça n'a pas juste l'inconvénient de faire engraisser, c'est inflammatoire aussi. La cigarette, évidemment, on l'aurait deviné, le ratio oméga 3 oméga 6, on en a parlé amplement. L'anxiété, c'est inflammatoire. OK? Tout autre variable étant égal par ailleurs, une personne qui est anxieuse est plus susceptible de développer de l'inflammation. Et les facteurs anti-inflammatoires, ben, c'est les bons gras.
concentrez-vous sur les bons gras, faites de l'exercice physique, mangez des substances antioxydantes, et puis ça devrait le faire. La supplémentation en antioxydants augmente la mortalité. La consommation de fruits et légumes est recommandée. Bon. Donc, si on résume pour les gras, les huiles de poisson, c'est excellent, oméga 3. Les huiles végétales, il faut faire attention. Certaines huiles, comme le maïs, cartame. Tournesol, il y en a deux sortes. Il y a de l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique. L'acide oléique, c'est la même qu'on trouve dans l'huile d'olive. Ça, c'est idéal pour frire, OK, en passant. Frire, on s'entend, frire à basse température. Frire à haute température, c'est jamais bon, mais frire à basse température, c'est excellent, c'est meilleur que l'huile d'olive parce que l'huile d'olive va s'oxyder. L'huile d'olive, c'est excellent pour mettre sur les aliments, mais si vous avez une condition cardiaque, c'est encore mieux de mettre de l'huile de lin. Le beurre avec modération et les gras trans à proscrire, mais là, ils sont rendus interdits au Canada maintenant. Donc, il y avait une grosse partie de la présentation autrefois qui touchait les gras trans. Dans mon livre, j'encourageais le gouvernement canadien à bannir les gras trans. Eh bien, c'est arrivé entre-temps. Donc, question quiz. Recommandez-vous plus du veau nourri au grain ou du veau nourri au lait? Lequel, selon vous, va être meilleur pour la santé? Ben, ça va être celui qui est nourri au lait, hein, parce que celui qui est nourri au grain, ben, c'est un glucide, puis il n'y a pas d'oméga 3 dedans. Alors que celui nourri au lait, ben, ça fait une viande de meilleure qualité, comme on voyait tantôt. Le ratio oméga 3, oméga 6 va être meilleur. Et finalement, quelle heure est-il? OK, ça achève. Les protéines, parce que pour les protéines, il y en a des bonnes et des mauvaises aussi. Mais c'est moins pire. Il n'y a pas de très mauvaises protéines. D'abord, les protéines sont constituées d'acides aminés. Les acides aminés sont les matériaux de construction de notre corps. Il y a 9 acides aminés essentiels. Donc, le corps va fabriquer les 11 autres à partir des 9 essentiels. OK, ils sont listés ici. Il y en a un de plus pour les enfants. Euh, les protéines animales contiennent tous les acides aminés essentiels. C'est normal quand on y pense parce qu'on est des animaux. Donc, c'est normal que quand on mange un animal, il y a les mêmes pièces qu'on a besoin de rechange. Ce qui n'est pas le cas des protéines végétales. Il n'existe aucune protéine végétale complète. Il manque toujours au moins un acide aminé. C'est pas grave, mais il faut faire des combinaisons pour éviter d'avoir des carences dans certains acides aminés. Dans celui qui mange de la viande, il n'y a pas besoin de se casser la tête, là. Donc, les protéines animales, ça contient tous les acides aminés essentiels, ça comprend souvent, hélas, du gras saturé, mais ça comprend du bon oméga 3, puis ça comprend presque toutes les vitamines. Alors que les protéines végétales, il manque toujours, je l'ai dit, un acide aminé. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gras saturé, donc c'est intéressant de balancer, manger des protéines animales et végétales. Mais ça ne contient pas d'oméga 3, EPA, ODH, très peu de fer et de calcium. Il y a du fer dans les épinards, c'est pour ça que papa en mangeait. Mais malheureusement, le fer n'est pas absorbé, il passe sous droit. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si vous mangez du foie. Quand vous mangez du foie, là, c'est super riche en fer. Et évidemment, il n'y a pas de vitamine B12 dans les protéines végétales et souvent sont allergènes. Là, je vais faire une petite comparaison d'ingénieurs encore. Là, c'est un petit quiz, là. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Mettons, vous êtes un manufacturier de tricycle. OK? La question, c'est, puis vous voyez, chaque tricycle a deux roues arrière, une roue à l'avant, un siège et un guidon. La question, c'est la suivante. Si je vous donne 16 roues arrière, 4 roues avant, 3 sièges, 2 châssis, 2 pédaliers, combien de tricycles que vous allez être capable de fabriquer avec ça? Faites-moi le chiffre avec votre main. Eh oui, 2. Ben oui, parce qu'il y a juste 2 pédaliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, puis vous aurez compris que ces pièces-là correspondent aux acides aminés, là. Fait que si vous prenez une protéine végétale, ben, vous ne pourrez pas construire beaucoup de tissu animal avec, là, parce que vous allez avoir des pièces de trop.
D'où le concept des coefficients d'efficacité protéique. Plus une protéine est complète, plus elle ressemble à celle de l'œuf, plus sa cote protéique est élevée. Donc, à titre de comparaison, ben c'est ça, l'œuf, c'est la cote protéique la plus élevée. Du fromage est assez élevé, mais on voit que ça baisse, là, plus on descend dans le tableau, là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on entend discours végan, c'est ah, mais non, au lieu de manger du bœuf, mange des lentilles cuites. Il y a autant de protéines là-dedans. OK. Mettons, on prend 100 grammes de bœuf dans le contrefilet. OK? On obtient 23 grammes de protéines, mais avec un coefficient d'efficacité protéique de 2,7. Et ça vous apporte 117 calories. Tandis que le même 100 grammes de lentilles cuites vous apporte seulement 9 grammes. Fait que là, vous allez me dire, bon, je vais juste en manger 3 fois plus, puis ça va faire pareil. Non, parce que le coefficient d'efficacité protéique est de 0,3. Donc, sortez vos calculatrices, là, puis dites-moi en bas dans le tableau, là, c'est quoi l'équivalent de manger un steak de 170 grammes? C'est pas un gros steak, là, un steak de 6 onces, ça, c'est un petit steak. Combien il faut manger de lentilles pour équivaloir en protéines efficaces? Parce que c'est pas tout de manger des protéines, il faut manger des protéines utiles. Parce qu'un un acide aminé excédentaire, il ne sert à rien. Il fait juste des calories, il fait juste engraisser. Mais des calories, des protéines utiles, des acides aminés utiles, là, combien il faut manger de lentilles pour équivaloir à un petit steak? Est-ce qu'il y en a qui se sont risqués de faire le calcul? Fait que, je vous donne la réponse. Il faut manger, croyez-le ou non, 4 kilogrammes. 4 kilogrammes de lentilles pour la même utilité protéique qu'un petit steak de 6 onces. Sauf que le problème, c'est que vous venez de bouffer 4500 calories, là. L'effet secondaire, là, pour aller chercher les protéines que vous aviez besoin pour vos muscles, là, vous venez de bouffer 4500 calories au lieu de 200 calories. Donc, conseil pour les lipides, mélanger les lipides, protéines animales, végétales, consommer du poisson au moins une fois par semaine, idéalement deux, varier les sources de viande, varier les sources de poisson, bannir les charcuteries avec nitrites. Heureusement, au Québec, à cette heure, un peu comme en Europe, on a de plus en plus de charcuteries sans nitrites. Toutes les études qui corrèlent les charcuteries au cancer de l'intestin, c'est tout le temps avec des charcuteries full nitrite. Fait que c'est pas la charcuterie qui est mauvaise pour la santé, c'est le nitrite qu'on a rajouté dedans pour le conserver. Si vous mangez des bonnes charcuteries comme en Europe, là, il n'y en a pas de problème. Évitez de trop cuire la viande. Évidemment, favoriser la viande bio. Vous pouvez même aller à la chasse si vous voulez. Donc, une autre petite question quiz, c'est quoi le meilleur aliment? Bon, je pense qu'il est facile, hein? Ça ici, des crevettes, c'est 30 de protéines, quasiment pas de gras là-dedans. Le steak, après, puis évidemment, le dernier aliment, c'est le blé d'Inde. Et là, on va parler de véganisme. Là, je sais que je vais faire choquer mon amie Roxane, là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, les allégations autour du véganisme dans les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a pas une journée, je ne reçois pas un message d'un végan. Supposément que ça procurerait une meilleure santé, que ça préviendrait la souffrance animale, que ça serait plus écologique. Est-ce vrai? On va les prendre un par un. L'argument écologique, c'est le suivant, c'est que au lieu qu'un être humain se nourrisse directement en mangeant du grain, on prend le grain, on nourrit une vache avec, qui éventuellement fait de la viande, puis éventuellement mange la viande. Donc, il y a des pertes dans le processus. Puis les pertes varient selon l'aliment. Vous voyez, le pire, c'est le bœuf. Tu sais? Il y a 95 des protéines qui se perdent le long du chemin. Le lait, c'est moins pire, c'est 60 le poulet, c'est au milieu. Fait que c'est sûr, quand on regarde ça, ça, ces chiffres-là, les végans sont tout le temps bien heureux de vous les présenter. Quand on regarde ça de même, effectivement, ça n'a pas l'air écologique. Enfin, le véganisme a l'air beaucoup plus écologique que l'agriculture traditionnelle. Mais on va reprendre les arguments un par un. Première des choses, est-ce que le véganisme est meilleur pour la santé? C'est faux.
On l'a vu pourquoi. Les protéines végétales sont incomplètes. Mais il y a pire que ça, là. Il manque, il n'y a pas de B12. Parce qu'en partant, il faut prendre des suppléments de B12. Vous devinez que ce n'est pas un régime qui est naturel. Il faut le supplémenter parce qu'il n'est pas naturel. L'homme de Cro-Magnon ne se promenait pas avec des pots de B12, là, puis il est en santé. Il manque de fer, il manque de calcium et surtout, il manque d'oméga 3, AEP et ADH et ça, on n'entend jamais parler. Parce que les végans, ils connaissent ça de la B12, ils savent qu'il faut qu'ils varient leurs protéines, mais il n'y a pas un végan sur 100 qui sait c'est quoi de l'AEP et de l'ADH. Puis les études sont catégoriques. Des carences d'AEP et d'ADH, surtout chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, ça a des conséquences très graves, notamment sur le cerveau. Les microalgues sont la seule source végétale d'AEP et d'ADH qui est autorisée pour les végans. Le problème, c'est que les végans ne savent pas. L'autre problème, c'est que ce n'est pas un médicament. C'est-à-dire que quand vous achetez un microalgue, ben, c'est comme tous les produits naturels. Il n'y a pas une étiquette nutritive qui vient avec qui dit que vous avez tant de grammes d'AEP, tant de grammes d'ADH. Et puis des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. C'est la nature, là, tu sais. Alors, c'est à risque. Deuxième argument, le véganisme préviendrait la souffrance animale. Ben, ça, c'est un sophisme parce que c'est sûr qu'il faut tuer l'animal pour le manger, mais c'est parce qu'au départ, l'animal n'aurait jamais vécu. Parce qu'on élève ces animaux-là pour les manger. Donc, il n'aurait jamais vécu. Qu'est-ce qui est mieux? Pas vivre du tout? Ou de vivre puis de mourir après? Moi, je pense que le problème, c'est dans l'élevage. Je suis contre la souffrance animale, aussi la cruauté animale. Moi, je pense qu'on devrait avoir des critères au niveau de l'élevage animal. Puis, déjà, il y a des labels qui procurent ça, hein, Free Range, Grass-Fed, Human. Ça, c'est des labels, c'est un peu comme le label bio, là, ça vous garantit que l'animal n'a pas souffert pendant sa vie. Et ça, je pense que ça va se développer de plus en plus. Fait que ça, je suis pour ça. Il ne faut pas faire souffrir les animaux. Puis ça donne bien parce que si on leur donne des conditions de vie naturelles qui vont les rendre heureux, en même temps, ça fait de la bonne viande. Fait qu'il y a un double intérêt si les intérêts se recoupent, là, tu sais. Est-ce que c'est plus écologique maintenant? Ben ça, c'est controversé. Parce que c'est sûr que les végans défendent les organismes vivants, les animaux, tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des êtres vivants sur la planète, puis quand je parle de ça, je parle de tout le monde. Je parle de moi puis vous, je parle des oiseaux, je parle des animaux dans la nature, je parle des poissons dans l'eau, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des chenilles, des grenouilles, toutes sortes de bubites qui grouillent dans le sol, puis croyez-le ou non, et si on fait le total, là, 80% des êtres vivants sur la planète sont dans les premiers 30 centimètres de sol. Le problème, c'est que le véganisme tue ce 30 centimètres de sol-là. Parce que quand vous êtes en agriculture traditionnelle, vous mettez du fumier pour engraisser vos plants, ça grouille de bébites, puis ça nourrit la matière organique dans le sol. Mais quand vous êtes en culture végane, là, vous devez mettre des engrais chimiques, puis des pesticides chimiques. Et là, vous tuez carrément votre sol. Et puis, d'ailleurs, en Europe, 90% des oiseaux, des reptiles et des batraciens ont disparu pour cette raison-là, parce qu'on a tué la matière organique dans le sol. Donc, l'idéal, ça serait de faire de l'élevage sur des pâturages biologiques. Mais le hic, c'est qu'il n'y a pas assez de place sur la planète pour nourrir 9 milliards d'êtres humains avec cette méthode-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La troisième voie, c'est l'entomophagie. L'entomophagie, c'est la consommation d'insectes par les humains. L'élevage des insectes, ça pollue ni l'air ni l'eau et ça fournit une qualité de viande équivalente, sinon supérieure à celle de la viande, et c'est beaucoup plus écologique que le véganisme. Et permettez-moi une petite publicité privée. Ma dernière entreprise, Ecodelice, fabrique une imitation de foie gras
à base de ténébrion meunier. Fait que vous le voyez, il est tartiné ici, le foie gras. Moi, j'ai fait goûter à ça à des milliers de personnes l'année passée dans des foires commerciales. Personne n'était capable à l'aveuglette de différencier mon pâté d'un vrai pâté de foie à côté. Sauf que mon pâté, si on compare, mettons, au pâté de foie du lac Brome ou au pâté traditionnel, pas mal meilleur pour la santé. Regardez les gras monoinsaturés. Il y en a beaucoup plus, 3000% de plus, beaucoup moins de gras saturés, beaucoup plus de protéines pour le même prix. Sauf que quand je montre la photo d'un ténébrion, ben là, le monde il revient de bord. Alors, j'ai décidé de mettre accompagné en veilleuse pour 5 ans. Il faut acheter en ligne si ça vous tente. Mais je vais recogner à la porte des épiceries dans 5 ans seulement, là, quand la société aura évolué sur le sujet de l'entomophagie. Alors là, on arrive à la fin. La fin, je vous l'avais promis, c'est un petit peu plus politique, voire philosophique. C'est une section que j'ai rajoutée parce que je m'adressais ici aux sceptiques. Ce n'est pas une partie qui était dans ma présentation originale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60 à aujourd'hui? Est-ce que notre génétique a changé? Non, on le sait. Je l'ai dit tantôt au tout début de ma présentation, la génétique, ça change très lentement. Donc, si les gens sont gros aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute. Il y a quelque chose qui se passe. Évidemment, il y a ce phénomène-là. Je vous ramène la diapo de tantôt, là. Je ne vous la réexpliquerai pas, je pense que vous avez bien compris tantôt. Il y a ce phénomène-là qui joue. Mais ça va plus loin que ça un petit peu. Il y a le phénomène, bon, les gens qui sont proches de la finance, je leur apprendrai rien, là. C'est que quand on évalue une entreprise, hein, c'est un multiplicateur fois le BAIA. Hein. Le BAIA, c'est le bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement et dépréciation. Et le multiple, lui, il varie selon la nature de l'entreprise. Mais de façon générale, toute autre variable étant égale par ailleurs, si les revenus sont récurrents, hein, le multiple est de 6 à 10, puis si les revenus ne sont pas récurrents, on parle de 3 à 5. Autrement dit, pour le même profit, une entreprise qui a des revenus récurrents va se vendre plus cher. Donc, le coût en capital, l'accès au capital est beaucoup moins dispendieux. Fait que vous comprendrez que ça met une pression ici sur l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire pour créer un modèle de revenu récurrent. Autrement dit, te vendre une statine pour ton cholestérol, c'est bien plus payant que te vendre un antibiotique qui va guérir ton rhume puis que tu ne l'as plus après. Là. Parce que la statine, tu es pris pour la prendre pour le restant de tes jours. Il y a un autre phénomène aussi. Le modèle d'affaires des compagnies de tabac, OK, c'est exploite la boucle hédonique. Là. La boucle hédonique, c'est celle qui implique la dopamine, cette fameuse hormone-là, l'hormone du désir qu'on appelle, là, de la motivation. Quand, par exemple, quand on a faim, OK, là, ce que j'appelle ici le besoin, bien là, la dopamine va nous motiver à prendre les actions nécessaires pour combler le besoin, en l'occurrence ici, ouvrir le frigo pour manger. En retour, on a un plaisir immédiat quand on mange, puis ça vient diminuer après ça une boucle de rétroaction qui diminue le besoin. Bien, la nicotine, c'est ce que ça fait, mais c'est ce que les chips font aussi, c'est ce que les sodas font. Alors, pourquoi que les compagnies continuent à vendre des aliments à index glycémique élevé quand c'est prouvé scientifiquement que c'est mauvais pour la santé? Bien, votre réponse est économique. C'est que ça crée une dépendance. Donc, ça crée des revenus récurrents. Donc, vous devenez des consommateurs plus payants. Ça, c'est outrageux. Et je pense, comme organisme politique, là, ou sceptique, là, ça fait partie, je parle des humanistes et autres, c'est contre ça qu'on devrait se battre, politiquement. Soit dit en passant, ça, c'est le paysage des marques de commerce là, de la planète. Vous remarquerez que tout appartient en réalité à 10 compagnies seulement, que vous voyez au milieu. Donc, ces 10 compagnies-là
mène le show. Quelles sont les solutions? Alors, moi, les pistes de solutions que je vous suggère sont les suivantes. La première, reconnaître que l'obésité est une maladie. Parce que dans le narratif woke en ce moment, on vous fait croire que être obèse, c'est un choix de vie et que l'obésité, c'est santé. Non, non. Ayons le courage des mots. À l'école, disons aux jeunes, l'obésité est une maladie. OK? Ayons le courage de prononcer les mots. Il faut dénoncer les carences alimentaires du véganisme. Il faut arrêter de dire à nos jeunes, ah non, mangez moins de viande. C'est de la fraude. Il faut introduire un cours de nutrition secondaire pour expliquer ce que je vous expliquais tantôt avec la boucle là, de dopamine puis le cercle vicieux de l'insulinorésistance. Écoute, c'est utile d'apprendre l'histoire, c'est utile d'apprendre les maths, mais je pense que ce serait très utile d'apprendre ça aussi aux jeunes là, pendant le temps qu'ils sont au secondaire, parce que c'est les actions qu'ils vont prendre au secondaire qui vont influencer tout le restant de leur vie après. Il faut taxer la malbouffe. J'ai déjà écrit plusieurs articles dans les journaux à ce sujet-là. Mario Dumont m'a même interviewé à la télévision là-dessus. Euh, il faut taxer la malbouffe pour deux raisons. Si on taxe la Coca-Cola, les gens vont moins en boire. Puis en plus de ça, ça va faire plus d'argent pour les accueillir à l'hôpital après. Légiférer la publicité, promouvoir l'entomophagie. Il faut que les gens se débarrassent de leur blocage psychologique. Revenir à une agriculture biologique et respectueuse de la nature. Et aussi, il faut se le dire, plafonner la population terrestre. Ça, c'est sûr que ça ne passera pas auprès de certains groupes religieux là, qui se reproduisent comme des petits lapins, là. Mais il faudrait minimalement que le gouvernement arrête d'encourager la procréation par des crédits d'impôt et autres. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je suis disponible pour les questions, mais avant, on va prendre une petite gorgée de thé. Merci Romain pour la conférence. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai beaucoup appris. Je suis pas sûre là sur l'idée de manger de la viande. Il y a quand même des grands philosophes très très intelligents comme je pense à Einstein, à Bertrand Russell, Gandhi. Beaucoup de grands philosophes étaient des végétariens. Je suis pas sûre. Là, il y a aussi le méthane que produisent les animaux. Alors, et la cruauté, de la façon dont on élève les animaux n'est pas très gentil. Mais ma question, je voulais savoir, quand on nous dit, par exemple, euh, ce- la viande vendue, disons, chez Costco est biologique. Est-ce que c'est vrai ça, que c'est vraiment biologique? Ben, si c'est marqué biologique dessus, ça l'est parce que je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai déjà eu une boulangerie qui était biologique, puis c'est très strict, là. C'est-à-dire que vous avez des inspections régulières, puis c'est très difficile de frauder, là. Tu sais. Alors, on peut s'y fier, oui. Quand c'est marqué bio, on peut s'y fier. Merci aussi pour votre présentation politique. J'ai adoré ça. Oui, et j'ai adoré je ne sais pas comment dire, le gramme que vous avez de tous on appelle ça les robber barons, les barons voleurs de toutes les compagnies qui cannibalisent nos sociétés. Merci beaucoup, Romain. Ben, je me doutais bien, Nadia, que tu allais aimer la dernière partie. Ça, je l'avais deviné à l'avance, te connaissant. Maintenant, concernant Gandhi, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai eu beaucoup de respect. Mais cela étant dit, il était très bon dans son domaine, mais il ne connaissait absolument rien en nutrition. Donc, ce n'est pas une référence. Ce n'est pas parce que Gandhi est un végétarien que ça veut dire qu'il faut être végétarien. Oui, je voulais savoir, entre le végétarisme et le véganisme, est-ce que le végétarisme est moins pire ou comment ça se compare? Je soupçonne que la viande reste indispensable dans le discours, là, mais c'est quand même troublant là, avec les enjeux climatiques aujourd'hui. Euh, tu sais, qu'on soit obligé de consommer de la viande, puis je comprends qu'il faut faire le gros virage des insectes, mais
ça risque d'être long, là. Fait que comment se positionne le végétarisme là, dans le discours? Oui, mais je suis content que tu poses la question parce que je réalise que j'en ai pas parlé. Et puis, effectivement, il y a une très, très grosse différence entre le véganisme et le végétarisme. Le véganisme, c'est aucune protéine animale, alors que le végétarisme, c'est qu'on ne tue pas les animaux. Donc, un végétarien peut manger des œufs, il peut Oui. boire du lait, il peut manger du fromage. Donc, un végétarien, il y a moyen absolument d'éviter les carences. Je vous ai donné un bon truc tantôt, ça s'appelle les œufs oméga 3. Oui, Hein? Puis c'est les noté. bons fromages aussi ont de l'oméga 3. Il y avait une époque où on faisait du lait, c'était mon client au Québec avant, on faisait du lait oméga 3. On nourrissait les vaches avec de la crème de riz, on faisait du lait oméga 3. Malheureusement, les grosses compagnies laitières ont racheté ça, puis ils ont mis fin à ça. Mais non, il y a moyen. Un végétarien qui est à son affaire, effectivement, il cause un impact environnemental beaucoup moins important, puis il peut éviter les carences, effectivement. Puis ça coûte moins cher, on va s'entendre. Si vous Oui. trouvez que la viande, ça coûte cher, voilà, ben, ça ira pas en diminuant. Hein. Le T-bone steak, là, ça sera plus achetable pour la classe moyenne dans 10-15 ans, là, c'est certain. Ça va devenir un luxe. Tu sais. Bonsoir, merci beaucoup. Concernant le riz brun versus le riz blanc, n'y a-t-il pas un souci par rapport à l'arsenic qui se concentre dans le son et que finalement le riz brun peut-être n'est pas aussi avantageux qu'on le croirait? Pour l'arsenic, je ne parlerai pas de quelque chose que je ne connais pas, je ne suis pas au courant. Je sais, par exemple, que pour le pain, je vais faire un parallèle avec le pain. Euh, on prend pour acquis que le pain brun est meilleur pour la santé que le pain blanc. C'est vrai à condition que ce soit du pain au levain. Parce qu'effectivement, dans le son Mhm. de blé, il y a une substance là, qui sert à protéger le blé. Elle est là pour protéger le blé des insectes, mais elle agit un peu comme un pesticide. Et puis, quand vous faites du pain au levain, comme nos ancêtres faisaient, mais les enzymes digestives du levain vont détruire cette substance-là. C'est la même raison pour laquelle, vous savez, notre grand-mère, là, il faisait tremper les fèves au lard avant de les faire cuire. C'est pour dissoudre ces lectines-là qui sont dans l'écaille. Lectine. Oui, c'est ça. Puis il y a une autre substance aussi, le nom va me revenir, qui est dans le pain, là. Mais dans le cas si on prend par exemple des kidney beans, par exemple, là, c'est tellement toxique, l'enveloppe de la kidney bean, là, que si vous mangez une tasse de kidney bean cru, mais personne ne va faire ça, on s'entend, là. Personne ne va aller manger une tasse de kidney bean cru, mais juste pour le fin de la discussion, vous pouvez mourir. C'est tellement concentré là, en pesticides naturels que ça peut vous tuer. Alors, le fait de faire tremper les légumineuses, ça dissout notamment ces substances cancérigènes-là. Et le vin, c'est magique pour ça. Ça dégrade ces substances-là. Fait que là, pour ce qui est du riz, ben là, je ne peux pas répondre. Je ne m'aventurerai pas là-dessus parce que le riz n'implique pas de fermentation au levain. Fait que Votre slide sur les compagnies qui a des relents de complotisme. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça dans le sens où les compagnies, comme dans tout système capitaliste, répondent à un besoin, répondent à une demande. La demande, dans le cas des aliments ultra transformés, c'est qu'ils sont bons au goût et puis qu'ils sont pratiques. Ils sont bien enveloppés. On peut les apporter en lunch, on peut faire tout avec. Je pense que ça a un immense impact sur le choix des gens. Et puis, même si ces choix-là sont, comme vous dites, puis ça, je suis d'accord avec vous, sont pas santé. Sont pas santé pour toutes les raisons que vous avez évoquées dans votre présentation. Puis, je suis aussi d'accord avec vous que ultimement, étant donné que il y a beaucoup de monde sur la Terre, si on veut se nourrir d'une façon équilibrée avec des protéines animales, il faut soit réduire la population, soit commencer à manger des insectes. Euh, mais
Fait que ça, c'est pas tellement une question plutôt qu'une opinion sur la partie malignité des compagnies, là. Je partage pas ce genre d'opinion-là. Avez-vous Réaction? une réaction là-dessus? Ben, je vous rassure tout de suite, je suis loin d'être un complotiste. Si vous lisez mon livre L'abrutissement de l'espèce humaine, j'ai un chapitre au complet qui parle des complotistes. Fait que je vous rassure. C'est bien évident que les compagnies, leur but dans la vie, par définition, une compagnie, une corporation, l'objectif, c'est de faire des profits. Donc, ils vont servir aux consommateurs ce que le consommateur demande. Je vais amener une petite nuance par rapport à ce que vous dites. Comme vous dites, c'est bon au goût. Il ne faut pas confondre bon au goût et active la boucle de dopamine. Parce qu'objectivement, tu sais, un Coca-Cola ou un 7-Up, c'est pas objectivement bon au goût. Mais pourquoi qu'on développe une dépendance? À cause de la boucle de dopamine, tu sais. Un aliment préparé, sophistiqué dans un bon restaurant français, ça, c'est imbattable pour le goût. Mais ça ne développe pas la même dépendance. Les gens qui fument la cigarette, la première cigarette qu'ils fument, ils la trouvent dégueulasse. Une fois qu'ils sont habitués à la cigarette, ils la trouvent bonne. Fait que il faut faire attention à ça, là. Voilà. Mais effectivement, c'est au gouvernement, c'est pas aux compagnies de se mêler de ça. C'est au gouvernement à mettre ses culottes et à dire, ben, à mettre des règlements, tu sais. Puis, comme on interdit, par exemple, la publicité auprès des enfants, OK, c'est chose faite aujourd'hui, mais il y a une époque où la publicité s'adressait aux enfants, ben, c'est là, le gouvernement, à un moment donné, met ses culottes. Ben, je pense qu'il faut qu'il le fasse, il faut qu'il taxe les boissons gazeuses, etc. Le gouvernement a des actions à prendre, là, tu sais. Puis nous, comme intellectuels, notre but, c'est d'influencer le gouvernement dans ce sens-là. Mhm. Là, vous n'en avez pas parlé pour faute de temps, probablement, mais là, il y a la question vous avez parlé de l'homéostasie de la glycémie, mais si on inclut les cétones là-dedans, puis qui est un autre genre de cycle là, qui peut compenser beaucoup la baisse des glycémies, Ouais. et puis qui est très popularisé, qui est très populaire pour surtout des gens pour maigrir, mais qui est aussi utilisé par d'autres gens qui ont d'autres préoccupations, là, comme euh, question de santé, de sport, des choses comme ça. Est-ce que vous en parlez dans vos livres ou quelque chose Oui, comme ça? oui, effectivement. Oui? Écoutez, j'ai déjà dépassé mon temps de conférence d'une Oui. demi-heure, hein. Ah oui. Normalement, on me donne 1 heure. J'ai parlé pendant 1 heure et demie. Puis j'ai pas parlé lentement, hein, j'ai parlé vite, là. Je pense que j'ai dû en Hum. étudier quelques-uns. Fait que je peux pas parler de cétogène, etc. Je peux pas parler de tout ça, mais je vous invite à lire mon premier livre, puis à lire le chapitre D'accord. de Vers l'aboutissement. OK. Ça a rapport avec les méfaits du véganisme sur le développement des enfants, le chapitre qui parlait de ça. Je me demandais d'où venait la source pour l'affirmation selon laquelle le quotient intellectuel des enfants était plus bas s'ils avaient été élevés végans. Dans le chapitre 6 de mon livre Vers l'abrutissement de l'espèce humaine, je donne 50 références. Pas une, pas deux, pas 10. J'en donne 50. Je vous invite à le lire. Évidemment, je ne connais pas par cœur les références. C'est toutes des études revues par les pairs sérieuses. Et puis, étrangement, à chaque fois que j'écris dans un journal puis que je cite ces références-là, je ne suis jamais publié. Évidemment, c'est l'entrisme woke, hein. On file tout ce qui est incompatible avec l'idéologie woke. Fait que c'est pas politique correct de s'en prendre au véganisme. Fait que quand il y a une étude qui affirme noir sur blanc que c'est mauvais pour la santé mentale, on n'entend jamais parler, on l'invisibilise. C'est l'annulation woke. Mais ils sont tous dans mon livre. Je peux, si on me partage l'écran, je peux l'ouvrir devant vous, je peux vous les montrer. Je sais pas si on a Est-ce qu'il s'agit d'une étude britannique à propos du quotient intellectuel des enfants végétariens? Je ne me rappelle pas par cœur, honnêtement. Là, Parce que c'est la seule source que j'ai pu trouver à propos de ça, qui parlait spécifiquement du quotient intellectuel et du véganisme chez les enfants. C'était quand même une assez grosse étude dont le titre est comme les enfants végétariens ont un quotient intellectuel plus élevé que les enfants non végétariens. Puis la même étude incluait aussi une conclusion selon laquelle il avait observé que les enfants végans avaient un quotient intellectuel jusqu'à 10 points plus bas. Mais par contre, leur échantillon était seulement 9 personnes. Donc, je pense que c'est un petit peu. Si c'est ça la source pour Non, l'affirmation, c'est un peu mais intense. David, je vous invite, écrivez-moi. OK? Oui.
Écrivez-moi, puis je vais vous répondre avec les références. Je sais pas si tu veux parler un petit peu de la viande sauvage, montrer un peu c'est quoi la différence entre la viande sauvage, par exemple, celle qui est chassée par rapport à la viande d'animaux domestiques. Bon, ben écoutez, c'est sûr que moi, je suis un chasseur, mais en même temps, je suis réaliste. On ne peut pas nourrir la population avec la chasse, là. Ça va de soi, là, même au Canada. La viande sauvage, évidemment, elle a un meilleur ratio oméga 6, oméga 3. Et elle est automatiquement bio, là, la plupart du temps, sauf si le chevreuil a été brouté dans un pâturage contaminé, là. Mais disons qu'en principe, la viande, elle est naturellement bio. Il n'y a pas de pesticides dedans. Et comme je dis, tout est relatif. Tu sais, si le chevreuil a été se nourrir à mauvaise place, ben, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Mais si vous prenez votre chevreuil dans le Grand Nord, sur l'île d'Anticosti, il y a très peu de chances qu'il y ait des substances chimiques à l'intérieur de la viande, là. L'autre facteur aussi, c'est souvent la viande sauvage est beaucoup plus brune, il y a beaucoup moins de gras dedans. Ouais, ça dépend où vous la chassez. Moi, je peux vous dire que quand je reçois des invités à la maison, puis j'ai quelques personnes qui assistent à ma conférence en ce moment qui peuvent en témoigner, que c'était aussi gras, puis aussi bon que la viande de IGA, là. Ouais, en tout cas, dans le cas de l'orignal, puis des lièvres et peut-être même des perdrix, il n'y a presque pas de Ah, gras. le lièvre, j'en conviens, c'est assez sec, oui. Donc, Mais le j'avais une autre question un aussi. canard sauvage, là, ça, il n'y a pas un canard d'élevage qui bat le canard sauvage en termes de goût. Mais il n'y a pas de gras non plus. Ah, ben, c'est pas, écoutez, c'est sûr qu'on fera pas de foie gras, on fera pas du magret de canard, là, avec, là, tu sais, mais pas du magret, ce que je veux dire, du confit. On fera pas de confit de canard avec du canard sauvage, là. Mais non, c'est pas, t'as pas l'impression de manger une viande maigre, là, tu sais, Mhm. mais de toute façon, on parle pour parler parce que c'est pas une solution pour nourrir la population, là, tu sais. Chasser, c'est un sport, point la ligne, là, tu sais, Il y a un autre facteur aussi, je m'en vais peut-être quasiment dans une théorie pseudo-scientifique. Quand on regarde un peu comment les gens étaient il y a 50, 60 ans, qui étaient plus maigres qu'aujourd'hui, un des facteurs que je vois, c'est la fumée de cigarette et la fumée en général. C'est que dans le temps, par exemple au Québec, on avait à peu près 70% de fumeurs. Fait que même les non-fumeurs, ils respiraient tout le temps la fumée de cigarette. Et pour les fumeurs, ben, le fait de fumer, ça fait en sorte que au lieu d'avoir faim quand ils écoutent la TV puis de manger une collation, ils vont simplement sortir une cigarette, fumer une cigarette. Ça fait que c'est peut-être un facteur moins engraissant qu'aujourd'hui, ces fumeurs-là, ben, ils ont quand même comment je pourrais dire ça, le cycle de dopamine qui rentre en ligne de compte, qui était régulé par la cigarette ou contrôlé par la cigarette, alors qu'aujourd'hui, il va plutôt porter les gens à aller manger davantage du gras, des chips, puis toutes sortes de choses. quand un fumeur arrête de fumer, une des premières affaires qu'il dit quand il mange, il dit, mais c'est donc ben bon. C'est l'autre facteur. Parce qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles des fois on mange trop, c'est à cause de la boucle de dopamine, surtout les sucres. Puis la cigarette, c'est ce qu'elle procure au prix de la santé, évidemment, mais elle satisfait la boucle de dopamine. Et puis, donc, le fumeur n'a pas besoin de la satisfaire par d'autres méthodes. Tu sais. Il règle son problème de dopamine avec la cigarette, il n'a pas besoin de le régler avec la nourriture. Mais ça s'applique juste à lui, ça ne s'applique pas à la fumée secondaire. Sa conjointe à côté, elle, ça ne l'aide pas à maigrir, la fumée secondaire. Ça s'applique juste aux fumeurs, ça. Ben, la fumée secondaire a peut-être un effet aussi sur la santé en général et sur... Oui, définitivement. Moi, j'ai eu un beau-père qui est mort à 97 ans, qui a fumé toute sa vie, puis sa femme est morte de sa fumée secondaire 20 ans, 25 ans avant. Tu sais. Fait qu'on on n'est pas tous égaux en génétique, hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, là. Puis, Mais, j'aimerais regarder, veux-tu qu'on regarde un peu les questions sur le chat? ah oui, il y en avait ouais, c'est ça. Fait que j'en ai une ici. Votre critique des surgénéralisations véganes a ses mérites. Soyons aussi critiques envers vos propos qui comportent un argumentum ad naturam.
Même si les suppléments alimentaires en B12 ne sont pas naturels, cela ne les rend pas mauvais. Ben, je dis pas non plus que les suppléments B12 sont mauvais. La principale faiblesse du véganisme, c'est la méconnaissance des oméga 3 à 20 puis 22 atomes de carbone. Moi, je dis que c'est là que le bas blesse, là. La plupart des gens, je serais même curieux, même dans tous ceux qui ont écouté la conférence, là, combien il y en avait qui connaissaient cette nuance-là, qui savaient que ça prenait de l'oméga 3 à 22 atomes de carbone pour le cerveau. Bon, je vois tout de suite le commentaire de Roxane en dessous, puis je le devine avant de le lire. En 2025, environ 2 de la population mondiale est végétarienne, 1,5 milliard. Peut-être envisager qu'il y a des choix variés pour la variété d'humains qui peuplent la planète. Beaucoup d'insectes ont beaucoup de potentiel pour une Terre peuplée de 10 milliards. Ben oui, ben, je suis vendu pour l'entomophagie, j'ai parti une business là-dedans. Euh, le fait qu'il y ait des gens végétariens sur la planète, c'est pas un argument parce que, tu sais, il y a bien des gens qui sont pauvres sur la planète aussi, puis il y a bien des gens qui sont malades sur la planète, puis il y a bien des gens qui meurent jeunes sur la planète. Mais encore là, on parle de végétarisme, mais pas de véganisme. Déjà, une grosse différence. Je l'ai dit tantôt, on peut être végétarien dans la vie, là. Moi, je ne le serais pas parce que j'aime trop le steak pour ça, là, mais ça peut, on peut être végétarien, là. Si quelqu'un qui fait attention à son alimentation, il peut éviter les carences. Le Il y a une véganisme, étude, c'est autre justement, chose. il y a une étude qui est sortie en Inde, justement, par rapport aux Indiens ou aux hindouistes, par rapport aux musulmans. Les musulmans ne prennent pas de viande de porc. Alors, en Inde, justement, ceux qui sont hindouistes, eux autres, ils ont le droit aux viandes de porc et ils sont en meilleure santé que les musulmans. Fait que, on voit déjà ici que si on élimine toute viande, comme les musulmans qui évitent le porc, puis comme en Inde, ben, ils n'ont pas le droit au bœuf, alors il ne leur reste pas grand viande à manger. Ils mangent beaucoup moins de viande que les hindous. Et ça leur donne une moins bonne santé, ils sont plus souvent malades. Il y a une raison pour laquelle les Juifs et les musulmans ne mangent pas de porc. C'est parce que traditionnellement, avec l'agriculture d'autrefois, on ne pouvait pas garantir l'innocuité de la viande. OK? Mozart, en passant, est mort d'une côte de porc avarié. Euh, donc, il n'était pas pauvre, lui. Alors, mais ce problème-là est réglé. On a tellement fait attention qu'aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse. C'est le port, en tout cas, le port du Canada, là, le port ailleurs, je ne mettrai pas ma main au feu, mais le port au Canada, là, d'où la campagne de publicité à un moment donné d'une des compagnies, Oser le rose, parce qu'on peut se permettre maintenant, tu sais, avant ça, quand tu faisais cuire du porc, on disait, faut que ton thermomètre au centre de la viande monte à 165 Fahrenheit. Là, vous pouvez vous permettre 145, puis vous allez voir, c'est pas mal meilleur au goût. Votre filet de porc à 145, vous allez voir qu'il goûte pas mal meilleur. Puis il va être rosé. Fait qu'on pouvait oser le rose, puis il n'y a pas de danger au niveau euh, de contracter une maladie, là, tu sais. Euh, Fait que donc, cette règle-là, qui a une raison d'être dans l'histoire, elle n'a plus sa raison d'être. C'est comme souvent les religions aussi, là, ils ne sont pas à jour, là, tu sais. Une question ici aussi. C'est un peu hors sujet et peut-être même contradictoire à la présentation de ce soir, mais puisque vous êtes bien renseigné sur le sujet, quelle est votre opinion du jeûne intermittent? Au-delà du côté régulation de la santé physique, il paraîtrait que les cétones ont des vertus bénéfiques pour le cerveau. C'est la partie qui m'intéresse. C'est une question de C, Chris. Ben, j'ai pris à peine tantôt de dire que j'étais contre les jeûnes, les longs jeûnes, là, mais que je n'étais pas contre les jeûnes intermittents. Euh, Quand j'ai écrit mon livre, c'était pas encore popularisé, les jeûnes intermittents. Fait que c'est pas un sujet que je connais beaucoup. Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Euh, mais ça peut faire du sens, effectivement, parce que on a une tendance, malheureusement, des fois, à toujours manger. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, il y a un phénomène, OK, parce que quand on a deux réserves d'énergie hein, dans le corps, on a le glucogène, mais on ne peut pas stocker grand-chose en glucogène. On peut stocker maximum 1000 calories, des fois 2000, mais en gras, par exemple, on peut stocker beaucoup plus.
Quand on court un marathon, là, on ne peut pas juste courir notre marathon en bouffant le glycogène. OK? Il faut aller piger nos heures de gras. Le problème de tout le temps manger, puis on voit des gens, des fois, ils font du sport, puis ils ont tout le temps une barre tendre, puis ils ont tout le temps. Ça, c'est très. Ça va à l'encontre du jeûne intermittent, justement. Puis c'est très négatif parce que le corps embarque jamais en deuxième vitesse. C'est-à-dire qu'il ne va jamais piger dans ses réserves adipeuses. Il est tout le temps sur le mode glycogène, glycogène. Autrement dit, c'est un peu comme je fais une comparaison avec l'auto manuel. C'est comme si vous restez en première vitesse, là, puis vous allez de plus en plus vite. Maintenant, le moteur, il tourne vite là, en première vitesse. Puis là, après, en deuxième, le moteur va se calmer, puis tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est un peu ça aussi. Moi, je l'ai vécu, je suis un amateur de sport extrême, notamment d'escalade. Puis j'étais avec un couple d'amis qui, justement, avait cette manie-là à l'époque. Puis ils nous écoutent en ce moment, d'ailleurs, les mêmes questions, à tout le temps manger comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, là, heureusement. Mais à un moment donné, on s'est trompé de route en escalade, puis on est obligé de rentrer en noirceur, puis de grimper en noirceur. Là, c'était plus drôle. Mais là, l'heure du souper est arrivée. Et ces gens là, qui mangent tout le temps comme ça, là, quand l'heure du souper arrive, s'ils ne mangent pas, ils tombent en hypoglycémie. Quand tu es en hypoglycémie, ton cerveau ne marche plus bien. Mais en escalade, ça prend ton jugement. Ce n'est pas juste des gros muscles que ça prend ta tête. Parce qu'un faux mouvement, tu le tues. Alors, à un moment donné, quand j'étais dans cette situation-là, moi, heureusement, comme je ne mange pas, je fais des jeûnes intermittents. Tu sais, entre les repas, je ne mange pas tout court. Mais à ce moment-là, moi, j'avais encore toute ma tête. À un moment donné, j'ai décidé de l'idée à sortie, puis on m'a suivi. Mais eux autres, ils n'étaient plus là. Ils étaient rendus ailleurs. Là. Ils étaient en hypoglycémie, puis ils ne réfléchissaient plus. Là, tu sais. Fait que ça, c'est une affaire que je dis aux gens, arrêtez, là. Vous allez faire manger en revenant. Si vous allez courir pendant 1 heure de temps, là, vous pouvez arrêter chez Baskin Robbins puis commander le plus gros sundae. Il n'y a pas de problème, ça ne fera pas de gras parce que ça va aller direct. Vous avez votre insuline, quand vous faites l'exercice, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais vous faites l'inverse de l'insulinorésistance. Quand vous faites l'exercice, vous êtes très, très sensible à l'insuline. Dès que l'insuline embarque, là, dès que le pancréas clenche, là, vous absorbez tout de suite. Fait que, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, là, ou à la question qui a été posée ici. Il y en a un autre ici, le docteur, ça c'est Roxane qui écrit ça, docteur Julie Saint-Pierre a permis de transmettre au Québec la clarification quand l'obésité est une maladie. Cela est devenu plus clair tout récemment. Ah, OK. Tant mieux. Mais quand on écoute le discours woke, il y a encore bien du chemin à faire. Là, tu sais. Une autre question ici de Mandawa Javan. Il y a des études qui démontrent que les Indiens végétariens ont des vaisseaux sanguins et des artères beaucoup plus minces. Une source de complications lors des chirurgies, ça augmente les risques d'hémorragie. Les Indiens des Indes, évidemment. Je ne sais pas quoi. Puis il y avait une dernière question, peut-être, comment faire diminuer notre mauvais cholestérol? Ben, j'en ai parlé, hein. En fait, il manque un tableau. Il y a un beau tableau. Attendez, je vais vous le trouver. Je vais vous le trouver, je vais vous le présenter à l'écran. C'est un beau tableau qui répond à cette question-là dans mon livre. Donc, on voit l'impact sur le cholestérol. Là. Le VLDL puis le LDL, c'est les mauvais cholestérol, puis le HDL, c'est le bon. Il y a les triglycérides dans le sang. Fait qu'on veut avoir le HDL le plus élevé possible, puis on veut avoir les triglycérides le plus bas possible, puis évidemment les mauvais cholestérol le plus bas possible. Donc, et en réalité, le TC sur HDL, ça, on va avoir ça le plus bas possible. Donc, on regarde les glucides. Quand on mange des glucides, quel impact ça a? Ça fait baisser le mauvais cholestérol, mais le très mauvais, ça le fait augmenter. Mais ça fait baisser le bon cholestérol aussi, puis surtout, ça augmente de beaucoup le triglycéride dans le sang. Ça, c'est tous des paramètres là, qu'on mesure pour les cardiopathies. Les gras trans, bon, je l'ai dit tantôt, il n'y en a plus, mais ça, c'était la pire des substances. Le Crisco, l'ancien Crisco, là, ça faisait monter au maximum le cholestérol. Le gras saturé, bien évidemment, ça fait monter aussi le mauvais cholestérol. Bon, ben, l'oméga 3, si vous voulez réduire votre cholestérol, prenez de l'oméga 3. Donc, mettez de l'huile de lin, carrément. C'est super bon en passant. Hein, moi, j'ai une condition cardiaque particulière, c'est génétique, là, c'est pas de ma faute. Là. Fait que moi, je mets de plus en plus de l'huile de lin sur mes légumes, comme les brocolis. Vous faites bouillir votre brocoli, vous mettez un filet d'huile de lin dessus. Par contre, l'huile de lin, il faut la garder au frigo. Il ne faut pas la laisser dans l'armoire parce qu'elle va se périmer, elle va s'oxyder. Les oméga 3, c'est des huiles très, très sensibles.
Fait que vous mettez ça sur vos légumes, là, puis c'est assez efficace. Oméga 6, il faut le diminuer. Je vous ai dit comment tantôt. Puis l'oméga 9, donc l'huile d'olive, ben, c'est très bon aussi, là. L'huile, je l'ai dit tantôt, l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique. Très important ce nuance-là, parce que n'utilisez jamais l'huile de tournesol à salade pour faire frire. Pour ça, c'est épouvantable, parce que ça fait ça s'oxyde, ça devient cancérigène. Donc, l'huile de tournesol normale, vous mettez ça sur la salade. L'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, vous faites vos fritures avec ça. Ce qu'on ne fait pas avec de la bonne huile d'olive, parce que la bonne huile d'olive pressée à froid, première pression, vierge, là, il y a celle là, que vous l'avalez puis ça vous brûle la gorge, là, ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est plein d'anti-inflammatoires. Mais si vous chauffez ça, là, le bon devient mauvais. Là, tandis que l'huile de tournesol à haute teneur d'acide oléique, elle, vous pouvez la chauffer, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On s'entend, là. Il ne faut pas faire de la haute friture. Il ne faut jamais faire de la grande friture. Là. Les patates frites, là, on ne mange jamais ça dans la vie. Fait que, utilisez des deep fryers à la place. Je ne suis adepte ni du véganisme ni du végétarisme, mais je crois que les associer à de la quasi-maltraitance infantile, comme vous l'avez fait durant la conférence, comporte le risque d'affoler les passions plutôt que d'encourager des débats posés qui sollicitent la raison. Ne pensez-vous pas? Ben, c'est sûr, mais il faut connaître mon style. Je suis un roi de la controverse. Il faut juste apprendre à me connaître. Fait que chacun son style. J'assume mes défauts. Ben, je vais te remercier énormément, Romain, pour cette excellente conférence. Et je vais remercier tout le monde qui ont participé, qui ont posé des questions et qui ont amené les discussions.